Bonjour à tous. Alors, on est ravis de partager ce premier live de juste après On fait quoi avec vous. Peut-être pour commencer, je vais vérifier que vous nous entendez bien. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit commentaire dans Converser pour savoir si c'est le cas? C'est bon, super, parfait. Eh bien, écoutez, merci d'être là avec nous. On est évidemment ravis de mettre en place ce premier live. J'espère que vous êtes bien installés avec un café entre les mains. Bonjour Thibaut. Salut Thibaut. Bonjour à tous, bonjour Audrey. Est-ce que tu veux un petit café Thibaut? Eh bien écoute, avec plaisir, parce que Allez, j'ai besoin de café en ce moment. Si. tiens, c'est parti. Hop Allez. là. Merci beaucoup Grosse Audrey. On est toujours production, aussi bien. effets Ah, spéciaux. effet spécial garanti. Allez, on vous a proposé un petit sondage pour démarrer ce live, pour voir un petit peu quel est votre état d'esprit déjà. Alors, on voit que la moitié des personnes sont souriants, il fait soleil, tout va bien. On est ravis de l'apprendre et on est ravis de vous savoir avec nous, même si la tentation du soleil aurait pu être plus forte. On voit qu'on a quelques personnes qui ont encore la tête dans les devoirs des enfants ou dans le télétravail. Et puis, on a malgré tout quelques soucieux ou mélancoliques pour qui le confinement pèse et qui se demandent à quoi va ressembler le monde de demain. Eh bien, écoutez, on espère qu'on va vous donner un petit boost d'énergie pendant ce temps passé avec nous. Alors ensuite, qui êtes-vous? Voyons voir. Vous êtes globalement… on a 25% de porteurs de projets qui souhaitent changer le monde. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous accueillir. On a aussi 20% de chefs d'entreprise qui veulent repenser leur modèle. Là aussi, on est super content de vous avoir avec nous. On a des salariés qui veulent faire bouger les lignes dans leur entreprise. Là encore, 20%. On a 13% de consultants qui veulent mieux servir leurs clients. Et on a aussi des curieux que la thématique intéresse. Et bien, écoutez, bienvenue à tous. Et enfin, pourquoi vous participez? On a quand même 50%, Thibaut, de personnes qui travaillent dans l'événementiel. Donc, intéressant. On a 20% des personnes qui veulent découvrir le modèle Ephemer Square et avoir des conseils de ta part sur comment être une entreprise éco-responsable. Et puis 30% qui veulent savoir, après cette crise, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, après, on a une personne de ta famille qui t'a pas vu depuis longtemps, donc qui est venue t'écouter. C'est qui? Alors, écoute, c'est anonyme, du coup, on ne peut pas savoir. C'est ma maman. C'est ta maman, peut-être. Est-ce que tu as envoyé ce lien à ta maman? Non. Euh, Maman. Non, je ne l'ai pas envoyé. J'évite de trop mélanger boulot et… Ça marche. Alors, ce que je vous propose avant qu'on se lance dans ce live et qu'on mette le feu des projecteurs sur Thibaut, c'est que je vous explique un tout petit peu juste après on fait quoi, quelle est la démarche, le mode de fonctionnement de Zoom et puis après on est parti. Donc, juste après on fait quoi? C'est un mouvement qui cherche à vous inspirer, à réfléchir et à trouver ensemble les modèles économiques de demain. Comme nous, vous avez peut-être entendu parler et vu pas mal de posts sur les réseaux sociaux qui appelaient à l'émergence de nouveaux modèles après cette crise. Moi, ma conviction, c'est qu'après cette crise, on va plutôt être dans une logique de business as usual, qu'on va être happé par le quotidien et qu'on va plutôt être dans une logique de rattrapage économique parce que le confinement ne nous a pas permis de faire le chiffre d'affaires peut-être qu'on aurait dû faire en temps normal. Du coup, de ce fait-là, on s'est dit, comme après la crise, on risque d'être pris dans le quotidien, on va créer des moments d'échange pendant la phase de confinement pour réfléchir à l'après. Donc, c'est comme ça qu'est né Juste après, on fait quoi? Et en fait, moi, durant ces derniers mois, j'ai eu la chance de croiser sur ma route pas mal de personnes qui mettent en œuvre des business models plus vertueux, dont Thibaut. Et c'est pourquoi, en fait, Juste après, on fait quoi a pour objectif de les mettre en lumière. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est 3 choses à travers ce live. La première chose, c'est de comprendre en quoi leur business model est plus vertueux que le reste du secteur. La deuxième chose qu'on cherche à comprendre, c'est en quoi il est rentable. Parce qu'on voudrait tordre le cou à l'idée que si on a un business éco-responsable, en fait, on n'a pas de rentabilité économique. Et puis, la troisième chose qu'on souhaite faire, évidemment, c'est que vous puissiez repartir avec des envies, des idées, des conseils, de choses à mettre en œuvre dans votre secteur d'activité derrière, même si ce n'est pas de l'événementiel, puisqu'on est sûr qu'il y aura des choses qui seront applicables à tout secteur d'activité. Voilà. Ceci étant dit, je vais me présenter rapidement. Je suis Audrey Arnaud. Je travaille dans la conduite du changement et l'économie circulaire.
Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un copilote qui s'avère être aussi mon partenaire de confinement. C'est pour ça qu'on n'a pas les 1 mètre respectifs de barrière, qui est aussi mon conjoint. Donc, c'est Jean-Sébastien Sello. Bonjour à tous et puis bienvenue. Alors, je suis vachement heureux parce qu'on est à plus de 66 participants sur la conférence. C'est juste incroyable sur un mouvement qui est né il y a moins de 2 semaines. Moins d'une semaine. Ouais, 1 semaine exactement. Donc, il y a beaucoup de monde aussi qui nous ont rejoints sur le forum. Donc, on a Olivier, on a Claudie, Martin, Mélanie, Sophie, Christelle, Timothée, enfin, Sandy, tiens, il y a Audrey, Stéphanie, Augustin, il y a Mélisse qui nous a rejoint, Christelle. Bienvenue à tous et j'espère que vous allez passer un bon moment sur cet échange et cette conférence grâce à Thibaut et Audrey. Voilà. Donc, Jean-Sébastien est entrepreneur et il travaille dans le secteur de la restauration. Et il va être aujourd'hui notre gentil animateur, notre GA, pour alimenter les échanges. Donc, on a évidemment Thibaut sur lequel avec qui on va échanger tout de suite. Peut-être simplement quelques règles pour le mode de fonctionnement de Zoom. Donc, pourquoi on fait un live sur ce sujet-là et non pas simplement un enregistrement, une interview, juste Thibaut et nous. Il nous paraît important pendant cette phase de confinement qu'on puisse avoir des échanges pour faire avancer notre réflexion sur ce qu'on fait après. Et donc, pour faire ça, vous avez en bas de l'écran une partie questions-réponses sur laquelle on vous invite à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit. Jean-Sébastien va les noter et soit les posera directement pendant le fil de discussion, soit on aura un temps d'échange après cette première interview. Vous pouvez également converser entre vous comme vous avez commencé à le faire sur la partie converser. Mais on précise bien la partie questions-réponses pour qu'on puisse bien les avoir en visu. C'est la partie questions-réponses dans les petites bulles en bas. Voilà pour les règles. Je vous propose qu'on commence tout de suite en partant à la découverte donc, de Thibaut et d'Ephemer Square. Thibaut, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Bonjour à tous. Donc Thibaut, j'ai bientôt 40 ans. J'avais prévu une grosse fête d'anniversaire le mois prochain qui n'aura peut-être pas lieu. Mais voilà, j'ai 40 ans, j'ai 4 enfants, 3 petits garçons et une fille avec qui je fais le confinement, mais avec qui je mets régulièrement quand même des barrières de sécurité. J'ai développé la société Ephemer Square que j'ai créée il y a 4 ans. Mon petit parcours professionnel en 2-2 pour essayer de comprendre un peu ma démarche. J'ai fait des études dans une fac de Paris, de la finance plus précis. Et lorsqu'il a été question de trouver un job, mes racines agricoles, puisque mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père sont agriculteurs, m'ont poussé à chercher un métier plus dans le monde du trading de matières premières, en l'occurrence de pétrole, pour ne pas bosser dans le bancaire, parce que je cherchais quand même une certaine… je travaillais dans le shipping notamment, donc il y avait une réalité physique au mouvement qu'on initiait. Et puis, ce métier m'a emmené un petit peu partout dans le monde. J'ai été expat dans pas mal de pays, à Dubaï, à Singapour. J'étais en charge de la Chine et puis j'ai fini à Genève. Et après une 12aine d'années dans cette société, j'ai eu envie de changer de vie. Non pas que je jetais complètement le modèle dans lequel j'avais baigné, parce que j'ai passé vraiment des super années, mais j'en avais fait le tour et j'ai eu envie de créer Ephemer Square. Alors, Ephemer Square, en 2 mots, je crois, Audrey, que tu as des photos qui peuvent parfois aider à expliquer un petit peu ce que c'est, mais peut-être que certains vont les voir, certains connaissent. Ephemer Square, c'est une solution d'aménagement temporaire qui s'apparente en fait à une sorte de jeu de Lego géant qui est aussi bien déployable en intérieur qu'en extérieur pour permettre finalement de créer des espaces design, modulaires et non jetables. Le bilan que l'on a fait en fait quand on a créé Ephemer Square, c'est que j'ai pu, dans le cadre notamment de ces expatriations, observer de plus en plus des aménagements temporaires dans les lieux de vie publics, type les places, les parvis de gare, les aéroports, tous ces lieux que je fréquentais lors de mes voyages notamment. Et je trouvais que la solution qui existait n'était pas forcément géniale, soit parce que jetable, et donc là, pas tip-top, soit parce qu'on détournait des objets type le container de leur fonction initiale, on détournait des échafaudages pour faire de l'habillage, etc. Mais du coup, on a eu envie de créer cette solution Ephemer Square en toute transparence. En aucun cas, au départ, déjà, je n'avais aucune connaissance du monde de l'événementiel.
Je n'avais même pas forcément cerné que c'était le marché qu'on allait adresser. Et deuxièmement, je n'avais pas forcément de conscience très développée. Ne connaissant pas le marché de l'événementiel, je n'avais pas conscience que c'était un marché qui créait énormément de déchets. Et Ephemer Square n'a pas été créé au démarrage comme étant la solution éco-responsable de l'événementiel. Alors Thibaut, pour Mais il se revenir un tout trouve petit peu… que dans la façon dont on a créé… Ouais, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu avais envie de créer ton propre business au départ, ou alors c'est plutôt le constat de tes fréquentations dans les aéroports et de voir ces structures jetables de l'événementiel qui t'ont fait dire, tiens, il y a peut-être une offre à créer sur ces sujets-là? Alors, je pense que quand on crée son entreprise, ceux qui créent ne sont pas forcément ceux qui ont justement des plans très établis. C'est-à-dire que moi, ça a été les opportunités qui sont nées, mais en tant qu'entrepreneur, mon parcours, en tout cas à moi, n'est pas celui de quelqu'un qui avait prévu son marché, prévu son produit, cerné la problématique de l'événementiel, déchets, solutions. Voilà. Non. Moi, j'avais juste en fait des compétences en logistique, parce que j'avais été dans ce milieu du transport maritime, qui cerné que dans l'espace public, il se passait des choses éphémères. Et l'idée était d'apporter une solution technique, une sorte de jeu de Lego géant, qui permette justement de déployer le plus facilement possible des solutions qui soient à la fois design, qui soient économiques, dans des lieux publics. Et petit à petit, j'ai découvert un marché. J'ai découvert le marché. Quand je relis mes premiers business plans, je crois qu'il n'y a jamais marqué événementiel. C'est vraiment, c'est le tout démarrage, c'est pas ça. Mais petit à petit, j'ai découvert qu'il y avait un marché et j'ai découvert que la solution qu'on avait créée, le fait qu'elle soit logistiquement optimisée, faisait qu'on facilitait le transport, on facilitait le stockage, on optimisait le taux d'utilisation des éléments et surtout, on ne créait pas de déchets. Et honnêtement, ça a été assez révélateur quand j'ai fait mes premiers montages de structures dans des salons professionnels. Je ne connaissais les salons professionnels que comme sans doute la majorité d'entre vous, c'est-à-dire pendant le déroulement du salon, où tout brille, tout est beau et tout est plutôt sympathique. J'ai découvert l'envers du décor, déjà une communauté assez extraordinaire parce que le monde de l'événementiel est un monde assez sympa à découvrir, mais j'ai malheureusement aussi découvert ce qui se passe à la fin d'un salon. Et très souvent, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont jetées à la poubelle, que ce soit de la moquette, que ce soit des stands qui ont été construits finalement que pour 3 jours ou qui sont très peu réutilisés. Voilà. Et c'est petit à petit que Ephemer Square, le produit n'a pas changé, mais finalement, le discours que l'on a eu autour de ce produit a évolué. Et en même temps que nous, on découvrait, alors je dis nous au départ, c'était moi parce que j'étais tout seul, mais en même temps qu'on découvrait le marché, on a découvert les avantages de notre produit sur ce marché. Et on a aussi découvert que ce marché était en attente de solutions comme la nôtre, à savoir de solutions qui associent le design et l'éco-responsabilité. Voilà. Alors justement, quand tu es arrivé aujourd'hui, sur ce… Pour rebondir sur cette idée de marché, tu découvres un marché effectivement qui est plutôt dans une logique de gaspillage et pas de très bonne gestion des ressources. Est-ce qu'il y avait malgré tout d'autres concurrents ou d'autres acteurs qui du coup proposaient des choses comme tu les proposais, ou en fait tu as totalement créé une nouvelle offre sur ce marché? Tu vois, pour comprendre un peu le niveau de maturité du marché sur ce sujet-là. Alors déjà, moi, quand je découvre le marché de l'événementiel, j'ai la chance de ne rien connaître et du coup d'apporter un regard assez nouveau et parfois sans doute manquant de connaissances, quoi. Et alors déjà, je ne juge pas, jamais je ne jugerai le marché et la façon dont les choses se font. Il existe des boîtes qui sont des standistes et qui font des très belles choses et qui ont très bien travaillé jusqu'à présent. Il existe des solutions aussi qui sont déjà éco-responsables dans le sens où c'est des aménagements modulaires en kit. Par exemple, je citerai un concurrent qui s'appelle Bimatrix. C'est vraiment une solution modulaire qui est amenée à être redémontée, remontée, etc. Donc, moi, quand je découvre ce marché, je ne le juge pas. C'est-à-dire que je suis vraiment… La première chose que j'ai fait en créant Ephemer Square, ça a été, une fois que j'avais cette petite idée en tête,
ça a été de partir à la rencontre de plein d'acteurs, aussi bien du monde de l'événementiel que du monde de l'urbanisme, que du monde du spectacle, etc. Et de leur dire, voilà, j'ai cette idée-là, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez la connaissance, est-ce que vous pensez qu'il y a un usage? Et en fait, je trouve, il y a plein d'entrepreneurs, hein, il y a plein d'histoires d'entreprises et chacune est unique. Mais une chose est sûre, c'est que je sais que peut-être que Charles nous regarde, c'est un ami qui travaille dans l'événementiel. Et je me souviens lui présenter mon produit, mon concept, et il me disait, mais en fait, là, tu es en train de venir dans notre marché. Et moi, j'en avais aucune notion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment accepter, je pense, quand on est entrepreneur, de bouger, d'avancer, de monter, redescendre les montagnes et les cols, et d'être dans le flou et de suivre un instinct. Mais voilà, celui qui connaît son produit, qui connaît son marché, qui connaît son prix, qui connaît ses clients, moi, j'ai du mal à le croire. En tout cas, ce n'est pas notre histoire à nous. Ça marche. Alors, on va aller avancer un peu dans l'histoire de l'Ephemer Square, mais juste avant ça, j'aimerais revenir sur cette notion de déclic, parce qu'en fait, on a des gens qui nous écoutent, qui veulent peut-être changer de modèle, qui veulent peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat, et on sait que souvent, on se dit, je veux faire l'entrepreneuriat, mais il me manque l'idée, ou comment je me lance, ou finalement, on peut avoir l'idée, mais on a du mal à passer à l'action. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui a fait que tu bascules du monde du transport maritime, du pétrole, de la logistique, à une aventure entrepreneuriale où on comprend bien que tu as pu capitaliser sur des compétences que tu avais. Mais malgré tout, comment se fait ce basculement? Est-ce que tu as des gens autour de toi qui sont dans cet environnement-là? Est-ce que tu avais des choses particulières qui t'ont permis d'avancer là-dessus? Alors, je vais citer Jean-Paul II. Vous allez dire, c'est quoi le rapport? Mais Jean-Paul II a dit un jour, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, pourquoi? Parce que finalement, la vie est pleine de surprises, de bonnes et mauvaises surprises. Et ce qu'on est en train de vivre en ce moment est une mauvaise surprise de la vie. Mais la réalité, c'est qu'on a des capacités, l'homme, l'espèce humaine, et surtout quand elle agit en groupe, on a des capacités de relever des défis qui sont juste sans limite. On voit ce que sont capables de faire des aventuriers, on voit ce que sont capables de faire des entrepreneurs, on voit des personnalités dans le monde associatif, on voit ce qui est en train de se passer un petit peu en France en cas de crise. Je veux dire, l'homme a des capacités de rebondir qui sont extraordinaires. Et quand on est en fait entrepreneur, quand on quitte une situation qui est cette fameuse zone de confort, pour aller au-delà de notre zone de confort et voir ce qui s'y trouve, la réalité, c'est que si jamais, au-delà de notre zone de confort, on n'est pas en situation confortable, très souvent, il y a possibilité de revenir dans une zone de confort. En France, en plus, on a la chance extraordinaire, je pense, de pouvoir quitter son job. Alors, bon, tout n'est pas toujours simple, mais en tout cas, moi, j'ai eu la possibilité de quitter mon job et d'être indemnisé pendant 2 ans pour pouvoir financer Ephemer Square. C'est une chance qui n'est pas donnée, par exemple, en Grande-Bretagne, qui n'est pas donnée aux États-Unis. Voilà. Donc, nous, on a cette possibilité-là de quand même avoir une certaine période. Et là, une fois qu'on a fait ce raisonnement-là et qu'on s'est dit, en fait, quel est mon risque? C'est quoi mon risque? Mon risque, c'est de devoir… Le vrai risque, en fait, c'est d'accepter de se planter. C'est d'accepter de se dire que… on a parlé à tout notre entourage, à nos proches d'un projet qui nous tient énormément à cœur et que malheureusement, je ne connais pas la statistique, Isabelle du réseau Entreprendre qui nous regarde, je crois, et qui s'est fait passer pour ma mère, parce que c'était elle en fait, ma famille. Elle me l'a dit. D'accord. Isabelle doit mieux connaître les statistiques, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui capotent. Et donc, une fois qu'on a pris le risque et qu'on l'a accepté, il faut savoir se lancer. Et une fois qu'on se lance, il faut surtout ne jamais le faire tout seul parce que c'est le piège. S'enfermer dans son projet et attendre justement, comme tellement le font, d'avoir le meilleur produit, le meilleur mix, prix, marché, etc. Et de ne pas parler de son projet autour aux personnes de notre famille, de notre entourage. Et puis après, à des personnes justement comme le réseau Entreprendre, plein d'organismes qui accompagnent la création d'entreprises. Ça, c'est vraiment la plus grosse erreur selon moi à faire. Donc, n'ayez pas peur, ça c'est en 1. Lancez-vous en 2. Et une fois que vous êtes lancé, mais parlez-en autour de vous. Et c'est que comme ça, je pense que vous arriverez à faire évoluer votre produit et à le faire tendre vers un marché. Parfois, c'est le produit qui évolue. On connaît le marché, mais c'est le produit qui évolue vers le marché. Nous, chez Ephemer Square, finalement, c'est le produit a
pas tant évolué que ça. Les premiers protos, les premières modélisations qu'on a fait ressemblent finalement à ce qu'on a fait aujourd'hui, mais c'est le marché qui a complètement changé. Voilà. Donc, les petits conseils que je pourrais donner. Tu parlais d'entrepreneuriat, Thibaut. Justement, quels sont autour de toi, le regard qu'a pu avoir ta famille dans ce projet? Tu disais que tu avais bénéficié pendant 2 ans. À quel moment tu as décidé de basculer du salariat? À quel moment tu as vraiment monté ta structure et allé chercher tes premiers clients? Moi, j'ai fait d'abord un constat dans mon métier d'avant qui avait été très enrichissant, aussi bien en termes de rencontres humaines, parce que je rencontrais beaucoup de monde à l'étranger, etc., que financièrement aussi. J'avais eu la chance de bien gagner ma vie, mais j'ai fait le constat que j'avais fait le tour de ce métier-là. Et à partir de là, je me suis mis en veille. Et sans doute inconsciemment, l'idée d'Ephemer Square est arrivée parce que je m'étais déjà mis dans cette phase-là. À partir du moment où je me suis lancé, j'ai fait les choses bien, c'est-à-dire que honnêtement, j'invite tous ceux, mais ça, c'est pas que les entrepreneurs, à quitter leur job dans les meilleures conditions et à faire la fête avec les gens qui laissent, voilà, parce que quand il faut revenir, parfois, ça peut être pas mal d'avoir gardé les bons contacts. Et puis, à partir de ce moment-là, moi, j'ai bénéficié donc du chômage pendant 2 ans et j'ai lancé l'activité d'Ephemer Square. Et ça a été long parce que y a je ne sais plus qui dit ça, mais clairement, quand on fait un projet, les gens disent qu'il faut dépenser 2 fois plus d'argent pour faire 2 fois moins de chiffre d'affaires en 2 fois plus de temps qu'il est initialement prévu. Donc, tous ceux qui font des business plans au départ ont 2 fois faux sur quasiment tous les paramètres. Donc, c'est long, c'est beaucoup d'énergie, c'est une vraie implication familiale, c'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui a dit oui et en même temps, quand elle dit ça, maintenant avec le recul, elle dit mais est-ce que j'avais vraiment le choix? Donc ça, c'est une autre question. Mais c'est clair que s'il y a un veto au niveau familial, je vous déconseille fortement de vous engager dans la voie de l'entrepreneuriat parce que c'est très impliquant, parce que le mythe de l'entrepreneur qui ne prend pas de vacances et qui bosse, non pas 24, c'est même pas qu'on bosse 24 heures sur 24, c'est que finalement le sujet prend une part de cerveau qui est très forte et voilà, donc c'est pas évident pour l'entourage. Et puis par contre, moi j'avais la chance d'avoir un entourage qui financièrement n'était pas en attente d'un succès ou au contraire plutôt à se dire calmos, voilà. Donc pas d'objectif de réussite fort, mais voilà, donc non, je pense que c'est un sacré pari, mais ça vaut vraiment le coup, bien qu'aujourd'hui Ephemer Square soit dans des difficultés fortes dues à la crise du Covid-19. Jamais j'ai eu de regret de me lancer parce que de nouveau, ça a été source de rencontres humaines. Et puis après, quand on a la chance de voir son business se développer, de pouvoir former des équipes autour de soi, alors là, c'est encore une aventure assez extraordinaire. Concrètement, quand tu as fait la fête avec ta fête de fin de salariat, tu avais déjà des clients, tu avais déjà des choses du business qui dans le pipe, comme on dit, commercial? Cette phase-là, elle a duré combien de temps en fait, entre le moment où tu quittes ton job et la première facture? Alors, carrément pas. C'est-à-dire que non seulement quand je quitte mon job, j'ai pas de produit, c'est-à-dire j'ai juste une idée. J'ai des dessins 3D, mais techniquement, je n'ai aucune compétence. Je ne suis pas ingénieur, donc je ne sais pas comment je vais faire ce produit. Je n'ai même pas de marché, je n'ai pas de client. Et pour répondre précisément à ta question, je pense que entre le moment où je quitte mon job et le moment où je facture, il s'est quasiment passé 18 mois, je dirais, quasiment. Je mets 1 an à faire le premier. Ouais, 18 mois, c'est ça. Je quitte mon job au mois de mars. Et le premier projet qui est une facture qui ne me permet pas du tout de vivre, hein, qui est juste le premier truc facturé, c'est 1 an et demi plus tard. Et le produit en tant que tel a mis 14, 15, 16 mois à sortir. Donc les premiers clients, au départ, c'est nous qui installons les trucs, ce n'est pas des clients. Bon. Et donc, si on continue dans cette logique-là, tu disais en fait, tu as créé le produit, c'est le marché vous avez trouvé le marché qui correspondait au produit. C'est qui ces premiers clients qui t'ont fait confiance? Qu'est-ce que ça a permis? Et est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire d'Ephemer Square jusqu'à maintenant? C'est quoi les grands épisodes, les grandes phases, les points de bascule que tu as vécu entre 2015 et 2020? Peut-être juste rappeler aujourd'hui le chiffre d'affaires et le nombre de salariés d'Ephemer Square, comme ça nous donne
l'écart que vous avez parcouru? Alors aujourd'hui, le chiffre d'affaires, voilà, c'est pas aujourd'hui même, il ne se passe plus grand-chose en termes d'activité au niveau Oui, on va y d'événementiel, mais revenir pour tout à l'heure. vous Ouais. donner 2019, Ephemer Square, c'est 1 650 000 à peu près de chiffre d'affaires, 1 650 000 euros. C'est une croissance très forte sur les 3 dernières années, puisqu'on a plus que doublé à chaque fois, voire triplé certaines années notre chiffre d'affaires. Et c'est une vingtaine de personnes sur 3 sites, Annecy, donc Allons-y-la-Caille pour être plus précis, ceux qui connaissent, Paris et Bordeaux. Pour vous donner les grandes dates, c'est donc 12 mois pour développer le produit. Finalement, le modèle économique d'Ephemer Square et la façon peut-être de monter mon projet a été toujours d'aller à la rencontre de personnes, d'entrepreneurs. Je crois que d'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Picbois, Bruno Châtaignon, qui nous suit. Et on lui passe le bonjour. C'est vraiment des rencontres. Bonjour Bruno. C'est des rencontres humaines qui souvent ont été à l'origine soit d'amélioration technique sur le produit, soit de premiers clients. C'est-à-dire que nos premiers clients ont souvent été des partenaires qui, parce qu'ils sentaient sans doute une vraie énergie qui se développait du projet, un vrai enthousiasme, qui se prenaient un peu à l'aventure. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui ne sautent pas le pas, parce que pour diverses raisons, hein, mais qui ont cette envie d'entreprendre et qui entreprennent un peu au travers d'entrepreneurs qui frappent à leur porte. Donc, ça a été les premiers clients, ça a été les premiers partenaires, ça a été tout ça. Et puis, petit à petit, finalement, on a découvert notre marché petit à petit. Et il y a eu d'abord des événements dans le coin. Et très vite, il y a eu pareil, au cas d'opportunités, de concours, ce genre de choses. On s'est retrouvé à travailler avec des très gros clients. Je pourrais nommer par exemple Vinci Autoroute, qui, alors qu'on n'était encore que 3 ou 4, nous a fait faire un énorme projet sur l'aire d'autoroute de Saint-Rambert-d'Albon sur l'A6 pour un aménagement sur toute la durée estivale pour répondre à des besoins éphémères de leurs usagers. Et donc, très vite, les projets ont été assez conséquents et surtout, j'ai été assez étonné. Les startups parlent beaucoup de la relation entre grands groupes startups, qui n'est pas simple. Nous, dans notre histoire, on s'est retrouvés assez vite en lien avec des grosses boîtes ou des très grosses agences événementielles qui nous ont fait confiance et on en remercie vraiment parce que c'était honnêtement pas toujours carré quand on a débuté parce que forcément, qui dit projet qui démarre, dit beaucoup de choses à mettre en place. Donc, voilà. Moi, j'ai une question, Thibaut, sur. Tu nous racontais le fait de rencontrer beaucoup de monde quand on est en porteur de projet. C'est effectivement quelque chose qui est hyper important, plein d'idées. Avec, je ne sais pas si on peut utiliser une notion de dire que c'est disruptif comme concept par rapport au marché qui existe. Tu as des gens qui te voient débarquer, tu n'as pas de proto. Tu connais rien au marché. Voilà. Quel était le regard des gens quand tu leur parlais de ce projet en disant j'y connais rien, j'ai pas de produit à vous montrer et voilà un peu les gens te prennent pour un fou ou comment ça se passe? Alors déjà, pardon. Moi déjà je racontais un peu mon histoire et je racontais mon métier d'avant et je disais voilà je gagnais très bien ma vie, j'étais dans le trading de pétrole. Alors tout de suite, ils font des images qui sont pas totalement vraies, mais pas totalement fausses non plus. Et je leur disais, et j'ai quitté ce job pour monter ma boîte. Donc déjà, clairement, les gens me disaient, à commencer par mon grand-père, voilà, tous mes amis qui n'ont jamais rien compris au démarrage que ce qu'était Ephemer Square, à commencer par mon associé Max, qui a rejoint l'aventure aujourd'hui, mais qui au démarrage, clairement le dit encore dans son discours commercial, il ne comprenait rien. Donc, clairement, les gens vous prennent un peu pour un fou. Après, je pense que ce qui est important, c'est d'être en toute transparence, c'est de dire, moi, j'ai cette conviction, j'ai ce sentiment, j'ai ces compétences logistiques, mais il me manque plein de compétences. Je n'ai pas de compétences techniques, je ne suis pas ingénieur, je ne connais rien au marché événementiel. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire être en toute… on ne s'est jamais pointé en disant, vous savez, nous…
ce que vous faites là, c'est n'importe quoi. Déjà, c'est jetable, c'est moche. Nous, on a trouvé un truc, on va révolutionner le monde de l'événementiel. Vous allez voir, en tant un peu donneur de leçons. Vous voyez. Nous, alors, on ne l'a pas fait parce que de toute façon, on n'avait pas de leçons à donner puisqu'on ne connaissait pas ce marché-là. Mais on est vraiment arrivé plutôt en mode petit pousset, en mode voilà, on a cette idée-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et je me suis retrouvé dans le bureau, par exemple, du leader mondial, du DG, du leader mondial de l'événementiel dans le monde, qui se situe en France. Et quand je lui ai dit ça, il me dit, mais vous êtes complètement malade d'avoir quitté votre job d'avant pour faire ça. Et je lui ai répondu, et je dis, mais vous, votre job, vous l'aimez bien, vous le kiffez, votre job? Et il me dit, mais je m'éclate tous les jours dans mon job. Et je dis, voilà, c'est pour ça que je suis venu bosser dans l'événementiel. Donc, vraiment, les gens vous prennent pour un fou et en même temps, ils se disent, il a quand même l'air d'avoir réfléchi un petit peu. Donc, creusons et essayons de voir ce qu'il propose et peut-être que ça peut apporter quelque chose au marché. Et honnêtement, le monde de l'événementiel est un monde assez ouvert, toujours en attente de nouveautés. Et donc, je pense que ça a participé au succès d'Ephemer Square parce que c'est une solution nouvelle qui apportait de nouvelles choses et on est tombé au bon moment, au bon endroit aussi, je pense. Ok. Tu sais, quand on lance un projet comme ça, souvent, on te demande ton why. Pourquoi tu faisais ça? Pourquoi tu vas… est-ce que ça faisait partie de tes valeurs initiales de travailler sur l'éco-responsabilité? Est-ce que ça faisait partie d'une prise de conscience à un instant T? C'était quoi ton why de vouloir te lancer sur une nouvelle entreprise avec des nouvelles solutions? Je ne dirais pas que c'était pour faire mieux au niveau de l'éco-responsabilité, honnêtement. Ça n'a jamais été au démarrage l'idée principale, parce qu'encore une fois, je ne connaissais pas la façon dont on traitait l'événementiel. Moi, je pense que ce qui est primordial, mais ça va être cliché de dire ça, mais pourtant c'est vrai, ce qui est primordial quand on va bosser, c'est d'avoir envie de se lever le matin pour aller bosser. Et clairement, moi, j'étais dans un monde où j'avais fait un peu le tour des choses, j'avais beaucoup appris, je m'étais éclaté, et j'avais le sentiment que j'avais fait ce tour des choses, et je cherchais un projet mais c'était de l'entrepreneuriat, mais ça aurait pu être dans d'autres secteurs, dans d'autres métiers. Après, c'est le hasard de la vie qui fait que. Mais voilà, mon why, c'était comment garder cette énergie pour aller bosser. Moi, je suis quelqu'un de plutôt entier. Quand je me mets à courir, je cours à fond. Du coup, clairement, au niveau boulot, l'entre-deux de je bosse, j'ai un boulot, mais ça me permet de partir en vacances, c'est pas forcément mon kiff. Et du coup, c'est comme ça que je pense qu'est né le projet Ephemer Square. Et après, on part tout seul et puis finalement, de fil en aiguille, on embarque du monde. On embarque ses premiers salariés, Verena, là, qui est toujours avec nous 5 ans plus tard et qui se revendique haut et fort. Je suis la première salariée d'Ephemer Square. Mais voilà, c'est des aventures humaines. Et puis après, on est bien incapable de savoir où est-ce qu'elles vont nous mener. Hein. Honnêtement, Ephemer Square aujourd'hui, ça s'est hyper bien passé pendant 5 ans. Les événements présents, honnêtement, il est très difficile d'avoir de la visibilité sur notre activité. Et est-ce que ça veut dire, alors ça va être un peu brutal ou un peu on-off, mais est-ce que tu avais la volonté, est-ce que tu avais ces valeurs d'éco-responsabilité avant ce projet, ou en fait c'est ce projet qui t'a fait prendre conscience de ça? Parce que aujourd'hui, tu sais, il y a le marché de tout ce qui est la RSE, on va dire qu'il y a plutôt une forme de noyau dur de militants. L'objectif, c'est d'élargir au plus grand nombre et certaines personnes commencent à se dire, bon, je fais attention et puis, alors sur des gestes quotidiens, on va dire au niveau particulier, c'est quelque chose qui est quand même plus facile à faire, d'utiliser moins d'emballage, enfin tout ça, mais au niveau entreprise, est-ce que toi, tu avais déjà à ce moment-là où c'est venu petit à petit et ça se renforce de jour en jour? Alors, clairement, j'ai des valeurs humaines, mais voilà, qui me poussaient dans ce sens-là. Mais je suis en aucun cas un écologiste pionnier et je n'ai pas vu avant les autres la problématique environnementale. J'avais des amis qui me saoulaient à dire que je prenais trop l'avion à l'époque. Je prenais l'avion très souvent. Donc, on parle d'il y a 6 ans. Et voilà, je l'écoutais, mais c'est comme beaucoup, ça ne résonnait pas forcément. Après, une chose est sûre, c'est qu'en montant la société, on a la chance énorme chez Ephemer Square d'être arrivé à un moment
où, quand on pose finalement les fondations de ce qu'on souhaite faire, on décide, on réfléchit et on se dit qu'est-ce qu'on a envie dans notre société. Et clairement, on était à un moment où on commençait évidemment à parler très fortement RSE. J'ai ma belle-sœur, par exemple, qui était diplômée d'HEC et qui nous racontait pendant les vacances familiales qu'elle faisait de l'entrepreneuriat social. On était quoi? Mais de quoi tu nous parles là? De l'entrepreneuriat social et solidaire et je ne sais pas quoi. Et donc tout ça résonne. Et en fait, petit à petit, on se dit, nous, les bases de notre société, les fondations de notre maison, on a envie de mettre quoi? Et ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que contrairement à une société existante qui, elle, doit changer son modèle et repartir sur d'autres fondations, donc il faut d'abord détruire ce qui a été fait, puis changer. Et ça veut dire détruire les façons de faire, les gens, les mentalités, etc. Nous, on avait la possibilité de partir de zéro. Et comme on a toujours été vraiment à l'écoute, et très vite, on s'est rendu compte que ce qui correspondait à nos valeurs était en fait ce qui était en train de se passer dans la société et dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire des entreprises où les salariés et l'équipe sont placés au centre, où l'éco-responsabilité est placée au centre, etc., etc. Mais en aucun cas, je dirais que ça a été parce que tout d'un coup, on a eu envie de faire mieux que tout le monde et qu'on a eu cette vision de il faut que ça soit éco-responsable, on s'est mis à créer une boîte. Non, c'est vraiment, on crée une boîte, c'est un peu la même chose que le produit, c'est-à-dire on n'a pas le produit final, on se dit on a envie de faire quelque chose et maintenant comment on le fait bien. Et comme on a la facilité de partir d'une feuille blanche, forcément, on met ça au cœur même de nos valeurs. Et je pense que vis-à-vis des clients, vis-à-vis de l'environnement professionnel, c'est plus simple pour nous que pour une société qui doit, elle, changer ses façons de faire, changer ses mentalités. Alors, je suis obligée de rebondir là-dessus parce que la semaine prochaine, on aura un live d'une entreprise qui a transformé son modèle justement pour avoir des modèles différents. Toi, tu as la chance effectivement d'avoir pu écrire ton histoire d'une page blanche. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu aujourd'hui quel est l'écho de ton offre, de ta solution auprès de tes clients? Qu'est-ce qu'ils apprécient? Est-ce que justement, j'imagine, il y a le côté design, il y a le côté éco-responsable. On sait aussi que le monde de l'événementiel, c'est un monde de la personnalisation. Comment tu gères ça et en quoi aujourd'hui le produit répond aux besoins du marché? C'est vrai que sur la question de la personnalisation, c'est souvent, on peut dire, antinomique, c'est-à-dire que c'est personnalisé, mais comment tu fais pour arriver à le réutiliser? Et après, on prendra quelques questions. Ok. Nous, notre argument commercial, déjà, il est assez antinomique puisqu'on dit Ephemer Square, le but, c'est de faire du temporaire durable. Donc déjà, les gens nous disent, non, mais… déjà, certains disent, mais le mot Ephemer Square associé à l'éco-responsabilité sonne bizarre. Clairement, quand on construit sa boîte, petit à petit, on découvre son marché, on découvre ce qu'on a envie de faire. Et on a très vite saisi que l'éco-responsabilité dans le monde de l'événementiel était hyper importante. Honnêtement, si j'avais découvert que dans l'événementiel, ce qui était hyper important, c'était d'exploiter des enfants, je n'aurais pas exploité des enfants. J'aurais dit, finalement, ce n'est peut-être pas mon monde. Là, il se trouve qu'on est arrivé à un momentum où les clients finaux demandaient plus d'éco-responsabilité, parce que eux, leurs clients ont commencé à le demander, et que les prestataires en place n'avaient pas forcément le bon produit pour y répondre. Donc nous, finalement, il n'y a pas eu tout d'un coup de changement de paradigme où on dit non, on arrête on met plus de moquette, par exemple. Il y a beaucoup dans les salons de la moquette, et il y a des sociétés aujourd'hui, des organisateurs d'événements qui doivent prendre la décision de mettre ou ne pas mettre la moquette. Nous, on n'a pas eu cette décision à prendre puisqu'on n'en a jamais mis. Mais clairement, finalement, ça a été assez régulier, et petit à petit, on a renforcé et on continue de renforcer. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui l'activité est arrêtée qu'on ne travaille pas. On continue jour après jour à essayer de renforcer ces valeurs-là. Ça passe par plein d'actions, ça passe par des améliorations dans nos façons de faire, ça passe par des labellisations. On a été labellisé Bicorp en novembre dernier, donc c'est ce qui est un label que certains d'entre vous peuvent peut-être connaître, mais qui replace vraiment au cœur même du réacteur de l'entreprise les notions d'éco-responsabilité, mais pas que, aussi de bénéfices. Donc, Bicorp, c'est pour bénéfices, et ce n'est pas que des bénéfices environnementaux, c'est social, environnemental et financier. Ça passe par être en veille permanente. On parlait de personnalisation. Aujourd'hui, nous,
on offre bien évidemment la possibilité à nos exposants de mettre ne serait-ce que leur marque sur des stands. Et ces marques-là, c'est forcément, si c'est un logo qu'ils peuvent réutiliser, on leur propose de le réutiliser. Mais si c'est un logo qui est associé à un lancement de produit sur une date donnée, forcément, c'est un élément jetable. Et on est bien obligé aujourd'hui de proposer ça à nos clients. Comment on le fait? Eh ben, on le fait au mieux, c'est-à-dire que si jamais le stand ne devient qu'un seul logo personnalisable, on dit à nos clients qu'on n'est pas forcément les bons partenaires pour ça. Donc, on a une règle vraiment très stricte en termes de pourcentage du panier sur la personnalisation à usage unique. Tu peux nous le communiquer, ce pourcentage? Et bien, clairement, si on parle de 90-10, c'est-à-dire que si le panier est à 10% supérieur sur de la personnalisation à usage unique, on refuse les projets. Okay. Quand il y a de la personnalisation, c'est-à-dire que si jamais sur un stand, vous êtes exposant et vous voulez de la déco, et ben on demande à nos clients de repartir avec. C'est-à-dire que s'ils veulent une horloge ou un jeu de fléchettes ou autre, on demande aux clients de repartir avec. Parce que clairement, on leur fait prendre conscience que lorsqu'ils veulent de la déco, les 3/4 du temps, même si c'est des éléments qui sont en parfait état, etc., avant qu'on ait de nouveau une demande pour ressortir je ne sais pas quoi, il va se passer de l'eau sous les ponts. Et l'élément en question va être stocké dans un entrepôt à ne rien faire pendant je ne sais pas combien d'années. Et ça, ce n'est vraiment pas le principe d'économie circulaire. Donc, clairement, on fait prendre conscience aux… Ben voilà, nous, on a une offre de mobilier, par exemple, qui est extrêmement simple, qui est assez basique. Si jamais vous, client, vous voulez une chaise aux couleurs de votre logo, ce que propose n'importe quel loueur de mobilier, hein, ils ont toutes les chaises de toutes les couleurs, ben nous, on leur dit très bien, on est à même éventuellement, si on est dans ces 10%, de vous les acheter, mais vous repartez avec. Et là, ils disent mais je vais en faire quoi, moi, de la chaise rose là? Mon logo, il est rose. Et on a dit oui, mais nous, on va en faire quoi en fait aussi? C'est exactement pareil. La question que vous allez vous poser, nous, on se la pose. Et en fait, financièrement, on n'a pas de souci puisqu'on vous l'a vendu au prix de la chaise plus une marge. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc, elle va finir par être jetée à la poubelle. Donc, peut-être qu'on peut reconsidérer l'idée de la chaise rose et partir sur une chaise blanche, etc., etc., etc. Mais c'est un peu le discours qu'on a. Est-ce que tu as une idée du nombre de fois où les structures sont réutilisées? J'ai cru voir ça sur votre site, de dire nos structures, à quel point on les utilise et quel est le taux d'utilisation par an, je crois. Alors, tout à fait. On a un CRM là, qui nous calcule élément par élément le taux d'utilisation annuel. En 2019, on était, alors les chiffres, en 2018, on était à 9, je ne sais plus combien. En 2019, ça augmente un petit peu, on est au-dessus de 10. Éléments qui sont très importants, c'est à la fois le taux d'utilisation, c'est-à-dire que nos concurrents, par exemple, que encore une fois, je ne dénigre pas, hein, qui ont une façon de faire qui peut être différente, qui vont faire du sur-mesure, il leur arrive dans des dossiers clients de faire un stand pour une marque et de lui dire mais votre stand, il ne va pas être jeté, on va le stocker dans notre entrepôt, on va peut-être vous facturer du stockage et puis vous allez pouvoir l'utiliser 3-4 fois. La réalité, c'est que du coup, les éléments qui ont servi à la conception de ce stand, imaginons un morceau de bois, va servir 3-4 fois maximum et sur une durée de vie de 2-3 ans et va finir à la poubelle derrière ou va être recyclé. Hein. La majorité des standistes aujourd'hui sont dans une politique de recyclage et c'est très bien. Nous, notre enjeu, c'est de se dire non seulement la poutre qui va faire votre stand, elle va vous servir à vous, mais elle va rentrer et idéalement, le lendemain, elle va ressortir pour un autre stand. C'est le principe du covoiturage, par exemple, ou de partage de voitures plutôt. Et donc, nous, une dizaine de fois par an sur certains éléments, parce que forcément, on a un stock qui n'est pas utilisé en permanence, mais c'est quelque chose qu'on cherche à améliorer. Et deuxième info, aujourd'hui, les premières poutres qui ont fait les premiers éphémères Square il y a donc un peu plus de 5 ans, sont encore dans notre stock. Donc, on a la chance d'être sur des éléments qui ont été conçus pour être assez costauds et l'avantage du bois aussi qui fait que un coup de ponceuse et ça repart et voilà. Donc, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. On n'est pas du tout arrivé au bout du truc, mais on essaye en tout cas de s'améliorer tous les jours. Alors, ça nous donne envie évidemment de mieux comprendre ton modèle économique, mais je crois qu'il y avait quelques questions.
Alors, on a eu pas mal de questions. Alors, il y a des questions qui vont être traitées au cours de l'interview, mais on va les prendre les unes après les autres. Tiens, il y a Isabelle Neveu qui semblait avoir déjà vu peut-être potentiellement ton matériel à Genève pour les fêtes de Genève. Est-ce que ça avait été le cas, par exemple? Non, du tout. Non? Eh bien, écoute, Je sache, en tout cas. Non. voilà. Il y a Aude qui nous demande si tu parlais d'indoor et d'outdoor sur les solutions. Elle voulait savoir si vous étiez uniquement en B2B ou est-ce que vous avez donc en business to business ou une offre destinée aux entreprises. Est-ce que vous avez une offre destinée aux particuliers ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans les tuyaux? C'est pas aujourd'hui le cas. On n'a pas d'offre B2C. Bien qu'on ait régulièrement des demandes, et notamment de la part de nos clients qui, quand ils font des salons, ont leurs clients qui leur viennent leur dire on aurait bien ce petit cube au fond du jardin. La réalité, c'est que le cube en question, la structure en question, elle a vraiment été conçue pour être montée et démontée. Et en fait, le consommateur, le B2C, le business B2C, à moins que vous soyez fan de montage et de démontage, vous n'allez pas vous amuser à monter et démonter votre cabanon ou votre pergola dans votre jardin. Et donc, on n'adresse pas cette offre-là. Après, Peut-être que l'idée était pour des fêtes de famille, des heures de choses. Ouais, alors après, il nous arrive dans ces cas-là de travailler, mais très souvent, dans le cadre des fêtes de famille, on va travailler par un intermédiaire. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes organisateur d'une fête de famille, vous n'allez pas vous adresser à 50 000 prestataires. Vous allez peut-être vous adresser à un traiteur qui peut faire appel à nous. Donc, on travaille avec des traiteurs pour faire des espaces type cocktail extérieur plus sympa. Mais jamais en B2C. Honnêtement, pareil, je pense que alors encore une fois, c'est un conseil personnel d'entrepreneur, mais quand on part dans le monde de l'entrepreneuriat, au départ, on imagine les clients dans tous les sens. On dit on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. En fait, très vite, quand on peut commencer à vendre, il faut au contraire réduire le spectre et accepter de ne pas pouvoir tout faire. La période actuelle, quand même, nous montre que l'offre événementielle B2B du moment est faible et donc il y a peut-être d'autres pistes à explorer. Et c'est ce à quoi on s'attache aujourd'hui, mais c'est l'évolution. Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Ouais. Delphine qui dit, vous parlez d'aller vers les gens pour enrichir ses compétences, donc pour tester son idée. Quelles sont les voies à privilégier pour faire cela hors des proches? Elle demande, est-ce qu'il faut faire des salons, son réseau, un peu cette démarche-là. Alors, ça, chacun fait comme il le sent. Hein. Mais moi, si je dois partager mon expérience professionnelle, mon expérience, j'ai au même moment où j'ai lancé Ephemer Square, il y a le mouvement French Tech qui s'est lancé, par exemple. Et sur Annecy, il y a eu les petits déjeuners French Tech. Donc, bam, je me tapais des petits déjeuners toutes les semaines. Après, la CCI, par exemple, est un organisme qui organise des matinées, des réflexions. Et alors là, il faut taper large. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours l'occasion de retravailler son speech, de retravailler son modèle et sans même s'en rendre compte finalement de modifier son discours pour être plus compréhensible, etc. etc. Le réseau Entreprendre, je l'ai cité, mais c'était aussi un élément intéressant parce que moi, je suis allé voir le réseau Entreprendre au tout début parce que je cherchais de l'accompagnement. Je voulais justement parler de mon projet et le confronter. À quel moment tu es allé voir, à quelle phase de ton étude de projet? C'était une question aussi, de la réflexion. À quel moment? Honnêtement, dès que vous vous lancez, allez les voir et eux vous diront si c'est le bon moment ou pas le bon moment parce que chaque projet est différent. Moi, je dirais que je les ai vus au bout de 4-5 mois, 5-6 mois à peu près. Mais pareil, ça a été très long parce qu'au départ, je suis allé les voir et ils m'ont dit nous, on fait du financement et de l'accompagnement. Je dis au niveau financement, aujourd'hui, je n'avais pas de besoin. Donc, on a pris du temps. Isabelle, qui gère le réseau Entreprendre Haute-Savoie, m'a introduit. Voilà, il se passe beaucoup de choses. Ils ont même développé pour moi un pré-accompagnement. J'ai eu le droit à un accompagnement avant l'accompagnement parce que justement, j'étais en besoin de rencontrer les gens. Après, j'ai rencontré… aujourd'hui, la technologie, LinkedIn et autres vous permet quand même de frapper à des portes. Et si vous êtes un peu acharné, vous arrivez à rencontrer des gens. Mais j'ai rencontré par exemple Alexandre Limbas, qui est toujours, je crois, le directeur
du musée de l'urbanisme du pavillon de l'Arsenal à Paris. Au bout de la 25e fois où je cherchais à le voir, il a fini par craquer et je lui ai expliqué quel était mon projet et il m'a donné des conseils à l'époque qui m'ont permis de rebondir. Je ne pourrais même plus vous dire lesquels, mais voilà, ça a été vraiment, moi, le conseil, c'est de tout azimut, quoi. Vous tirez tout azimut, toute direction, n'importe quelle rencontre peut être intéressante. Et c'est pour ça qu'on en devient un peu saoulant pour son entourage. Honnêtement, c'est pas évident parce que vous pensez le matin à Ephemer Square, vous vous levez sous la douche, vous pensez Ephemer Square. Voilà, c'est assez éprouvant à ce niveau-là, mais c'est assez excitant aussi. On va peut-être se faire un petit focus sur la partie éco pour comprendre, parce que ce qu'on disait, un des objectifs, c'est de comprendre aussi que, donc on a bien compris l'offre éco-responsable d'Ephemer Square, mais du coup, c'est de comprendre aussi quelle rentabilité il y a derrière ça. Donc, tu nous as parlé d'un chiffre d'affaires de 1,6 million avec une vingtaine de salariés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, je ne sais pas s'il faut parler de niveau de marge ou en tout cas de ton positionnement prix par rapport au marché. Voilà, qu'est-ce que ça te permet, qu'est-ce que ça ne te permet pas, surtout dans cette période de crise puisqu'on a abordé rapidement, mais vous êtes effectivement les premiers touchés par du coup l'arrêt des événements. Donc, c'est de savoir un petit peu si tu peux nous en dire plus sur ces sujets-là. On est les premiers et puis je pense qu'on sera les derniers, donc ça risque de durer un peu pour nous. Alors concrètement, à la différence de pas mal de startups, nous, on n'a pas eu le modèle économique de on va chercher des fonds et puis on a un cash burn donc on brûle du cash de X par mois et du coup, il nous faut tant d'argent pour aller chercher tel marché. Tout ça. Non, nous, on est parti, ça a commencé dans un garage, hein, vraiment. Ça fait un peu le futur Apple de l'événementiel. Toutes les grandes histoires commencent dans un garage. J'ai squatté un appartement d'une personne sans vraiment qu'il le sache. Bref, c'était un peu bancal, mais ça a commencé et très vite. Alors, j'avais de la chance quand même d'avoir un capital de départ qui était en fait, j'étais associé dans une entreprise avant, donc j'avais pu vendre mes parts et j'ai mis ce capital dans l'aventure Ephemer Square. Mais très vite, quand même, l'objectif a été de vendre au bon prix et d'être rentable. Et sans dévoiler tous les chiffres parce que c'est technique et compliqué, mais on peut dire qu'Ephemer Square, à part les 2 premières années où on était en développement de produits, où forcément on ne vendait pas des produits, dès l'année 3, 4, 5, Ephemer Square a toujours été rentable. On dégage un résultat de l'ordre de 5% de notre chiffre d'affaires et a toujours aussi permis, avec cette rentabilité et cet excédent d'exploitation positif, d'aller financer le développement de l'entreprise. Alors après, on est accompagné, hein, on a parlé du réseau Entreprendre, mais il y a la BPI aussi qui nous a, au travers de subventions, de prêts d'amorçage, de prêts innovation, etc. Et pareil, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut ne pas hésiter à frapper à toutes les portes des financeurs. Il y a eu la région aussi, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui était à l'époque la région Rhône-Alpes, qui nous a financé sur des prêts Innovisi. Alors tout ça, ça a peut-être changé de nom en plus, mais tout ça a aidé à amorcer la pompe. Mais dès que le business a été lancé, il a été pour nous rentable. Voilà. Donc aujourd'hui, on est rentable. Si on devait voir pourquoi, pour répondre à ta question, pourquoi les clients viennent voir Ephemer Square, oui. Clair que le positionnement qu'on a, à savoir faire de l'éphémère durable, qui en plus se traduit esthétiquement par l'usage du bois, c'est-à-dire que nos structures sont en bois, donc ça traduit, même si c'est honnêtement, c'est pas forcément réel, il faudrait faire des analyses précises de bilan. C'est-à-dire que si vous utilisez du bois comme certains le font, faire de l'éco-responsable, mais qu'à la fin de votre événement, le bois part à la benne, ça n'a rien d'éco-responsable. Il vaut mieux utiliser un échafaudage qui, lui, va être réutilisé. Donc, attention à dire le bois, c'est éco-responsable, l'acier, ça ne l'est pas, etc. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Exactement. Tout dépend du cycle de vie du produit. Et ça, le salon Solucir, Audrey nous le montre. Non, clairement, aujourd'hui, les gens viennent voir Ephemer Square parce qu'on apporte un nouveau produit, on apporte une nouvelle démarche. On a associé un design aussi qui est novateur et que les gens ne retrouvent pas forcément. Et ce positionnement-là, ce positionnement d'éco-responsabilité, ce positionnement de design,
nous permet, avec plein d'autres éléments, mais nous permet aujourd'hui de performer sur le marché et d'avoir une croissance que bon nombre d'entreprises dans le monde de l'événementiel n'ont pas. Est-ce que c'est une performance qui est une performance en termes de volume, c'est-à-dire que tu as plus de clients qui du coup se tournent vers ta solution, ou c'est une performance aussi en termes de positionnement prix qui te permet d'avoir un positionnement au-dessus de tes concurrents du fait de ce que tu offres? Alors, c'est très compliqué de savoir exactement. On envoie des questionnaires de satisfaction à chacun de nos clients pour savoir, voilà. Déjà, ils ne répondent pas tous, comme de satisfaction que vous recevez vous-même. Mais c'est toujours très délicat de savoir pourquoi les clients sont venus nous voir. Alors, nous, on est persuadés aujourd'hui que l'entreprise de demain, pour réussir, devra mettre au cœur même de ses préoccupations les enjeux environnementaux et sociétaux, donc la fameuse politique RSE. C'est vrai aujourd'hui pour le monde des entreprises, cette notion-là. C'était le cas, par exemple, pour le côté digital, il y a quelques années, pour les entreprises qui se sont faites dans les années 2000. On leur a dit, écoutez, là, clairement, vous apportez une nouvelle offre. Sans doute qu'une des clés de réussite, c'est le côté digital. Et si on remonte il y a plusieurs dizaines d'années, sans doute qu'à une époque, c'était de l'automatisation ou la robotisation, et encore avant, peut-être le fait d'utiliser l'énergie électrique pour l'agriculteur qui quitte sa charrue et ses bœufs pour passer à quelque chose d'automatique. C'est peut-être l'histoire du progrès. Pendant longtemps, cette histoire du progrès, elle nous a emmenés vers toujours plus, toujours plus, toujours plus. Là, je pense que le prochain virage, on est convaincu chez Ephemer Square que le prochain virage, ce n'est pas plus, mais c'est mieux. Arrêtons de viser plus, mais visons mieux. Mieux, c'est souvent moins d'ailleurs. Moins de consommer, moins. C'est un des R du fameux de l'économie circulaire, c'est réduire. Voilà. Donc, nous, c'est notre positionnement. On parlait des entrepreneurs. Aujourd'hui, je pense qu'il est dangereux, pas dangereux, mais c'est-à-dire que si vous ne mettez pas, si vous créez votre entreprise et que vous ne mettez pas ces enjeux RSE au cœur de votre projet, je pense que c'est une erreur. C'est mon sentiment. Donc nous, aujourd'hui, on est toujours allé plus loin dans cette politique, sans jamais pour autant se dire qu'on allait devenir une association pour la défense de l'environnement. Il existe des associations qui honnêtement apportent énormément et qui sont souvent en plus lanceurs d'alerte. Hein, c'est-à-dire que le fameux copain là, qui me saoulait avec ses billets d'avion et qui me disait que lui, il ne prenait plus l'avion alors que moi, je le prenais à tire-larigot, mine de rien, en distillant son message, petit à petit, il fait évoluer. Il paraît pour un peu fanatique, tout comme aujourd'hui, il y en a qui paraissent fanatiques pour la consommation de viande, par exemple. Et ben n'empêche que ces gens-là, petit à petit, ils font bouger le spectre moyen, la moyenne, quoi. Ils l'attirent vers quelque chose de mieux. Nous, Ephemer Square, voilà, on est tirés par ça. Et aujourd'hui, on souhaite vraiment poursuivre et mettre ces enjeux-là au cœur de notre métier. Et pourquoi on le fait? C'est parce que ça correspond à nos valeurs, mais c'est parce que aussi on pense que c'est comme ça que la société Ephemer Square sera la plus performante au niveau global, c'est-à-dire les fameux 3 bénéfices du label B Corp. C'est à la fois le bénéfice sociétal, le bénéfice environnemental et le bénéfice de l'entreprise. Une entreprise aujourd'hui doit s'occuper de ses salariés et les rémunérer le mieux possible, etc. Ça passe forcément par un modèle économique qui fonctionne. Ou sinon, on n'est plus une société, c'est autre chose. On parlait d'économie. Il y avait une question qui était apparue aussi dans le chat qui disait le fait de réutiliser les stands implique-t-il une baisse de prix pour les clients? Donc, il y a 2 façons de voir la chose. Soit on dit on permet de moins produire, donc du coup, ça revient moins cher. Soit ça permet de faire une marge différente qu'on peut remettre au bénéfice, par exemple, des valeurs de B Corp ou dans le développement de la société. Comment dans le modèle économique, ça fonctionne comment? Alors, l'analyse que tu en fais est tout à fait vraie, c'est-à-dire que clairement, oui, aujourd'hui, sur un stand, par exemple, sur mesure, on va être à des niveaux de prix plus faibles que nos concurrents, qui vont être dans une logique d'amortissement de leur structure beaucoup plus rapide, puisqu'ils vont l'utiliser une fois maximum. Donc oui, Ephemer Square, le prix au mètre carré, parce qu'on peut parler de prix au mètre carré,
d'un standiste sur certains types de stands va être jusqu'à 2 fois, et puis après, il n'y a pas de limite supérieure à ce que nous on propose. Inversement, lorsqu'on va faire une structure en extérieur, avec une structure pour remplacer par exemple une tente blanche en PVC, là, on va être plus cher que la tente en PVC. Mais en fonction des marchés qu'on adresse, on est parfois plus cher, parfois moins cher, etc. Donc, ce n'est pas évident. Après, en termes de marge, c'est sûr que Bicorp, par exemple, nous a poussé à mener des actions diverses et variées. Peut-être Thibaut, est-ce que tout le monde ne connaît peut-être pas Bicorp et ça peut être aussi une idée de choses à développer pour nos fameux modèles de demain. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus, un, ce que c'est et deux, pourquoi vous y êtes venu, ce que ça implique pour vous? Alors, Bicorp, c'est intéressant d'ailleurs parce que quand on dit que Bicorp, ça n'est pas juste du sociétal et de l'environnemental et aussi du profit, Bicorp, ça a été porté par un mec absolument génial, Yvon Chouinard, qui est le fondateur de Patagonia. Patagonia, c'est une marque de vêtements outdoor qui au départ était d'ailleurs une marque de matériel d'escalade. Et le Yvon en question, il était passionné d'escalade et il ne trouvait pas le matos qu'il lui fallait. Et du coup, il a bidouillé son matos. Et puis un jour, il a mis un t-shirt de rugby. Et puis c'est comme ça qu'il a fait de l'outdoor et du textile. Yvon Chouinard, il a vite compris, parce que forcément son terrain de jeu, c'était l'extérieur. Il a compris qu'il se passait quand même un truc un peu merdique au niveau de la planète et qu'il fallait faire quelque chose. Et du coup, il a monté ce label Bicorp. Et encore une fois, je vous invite à aller voir un peu sur le web de quoi il s'agit, mais Bicorp, c'est voilà, les 3 B, le bénéfice. On crée du bénéfice et on doit inscrire dans les statuts même de la société, donc on change nos statuts, on inscrit dans les statuts de la société que le but de l'entreprise n'est pas que de gagner de l'argent pour ses actionnaires, ce qui est les statuts de base d'une entreprise actuellement, c'est voilà, maximiser la rentabilité des investissements. Et c'est également, ça n'est pas que ça reste ça, mais c'est également le bénéfice social et environnemental de la société, c'est-à-dire son empreinte générale auprès des gens qu'elle emploie, de ses clients, de son environnement, de là où sont ses sociétés, etc. Donc, comment ça se passe pour être labellisé Bicorp? On a un questionnaire c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Max, mon associé, mais c'est 300 questions environ. Il est disponible sur le web, hein, il est gratuit et n'importe quel entrepreneur, vous pouvez le faire. Ça prend un peu de temps, mais c'est assez bien foutu. Et concrètement, vous remplissez toutes vos questions et vous avez un certain nombre de points, question après question, qui vous donnent une note sur 200. Et pour être labellisé Bicorp, il faut avoir 80, c'est-à-dire qu'on n'a même pas la moyenne. Hein. Il faut 80 et on est labellisé Bicorp. Nous, on a fait l'exercice avec Max. On était, mais finger in the nose, on était à 130, je crois. On avait plus que la moyenne. On s'est dit, mais Bicorp, c'est pour nous. Après, ils ont retraité. Alors, il y a pas mal de délais parce qu'il y a pas mal de demandes. Ils ont retraité et de 130, on est tombé à 50, je crois, 55. Et là, on s'est fait, ah ouais, d'accord. Donc, en fait, c'est un label. Voilà. Et après, on a dû, et ça nous a pris 1 an, on a dû retraiter nos façons de faire, nos process. Ça va du manuel de l'employé à donner une partie de notre chiffre d'affaires à des associations. Plein de petites choses qui, en fait, étaient des choses qu'on souhaitait faire, mais qu'on n'avait pas mis forcément écrit dans le marbre. C'est-à-dire, ne serait-ce que afficher, c'est très détaillé, hein, mais afficher dans votre salle de repos la vision, les valeurs, la mission de votre entreprise. Donc voilà, ça, on l'a fait. Clac. Et puis, vous cochez les choses une par une et petit à petit, vous remontez votre note si vous y arrivez, parce que ça a été, alors typiquement un exemple concret, ça a été est-ce que votre fournisseur d'électricité utilise de l'électricité verte? Ça, c'est prendre le temps de regarder sur votre facture d'électricité, voir que ça n'était pas le cas en l'occurrence, appeler, changer pour un coût qui représente mais un pourcentage minime. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que vous progressez. Nous, par exemple, on ne cherchait pas à jeter de déchets, mais est-ce qu'on quantifiait, est-ce qu'on pesait tous les déchets qu'on jetait? Non. Donc voilà, c'est mettre en place un système de tracking du nombre de déchets. Et voilà. Et petit à petit, Bicorp vous amène finalement à progresser. Et bien que vous soyez labellisé, année après année, vous êtes suivi et on vous demande de toujours progresser. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. En France, il y a une centaine d'entreprises uniquement qui sont Bicorp. On pourrait en citer quelques-unes comme Nature et Découverte, qui a été une des premières à être Bicorp.
Récemment, il y a une marque qu'on connaît bien dans le coin qui s'appelle Picture, qui est aussi dans le outdoor et les vêtements, qui a été labellisé B Corp. Après nous, donc il n'y a pas si longtemps, c'est tout récent, je crois. Voilà, donc Blédina, je crois, le groupe Danone essaye pas mal parce que c'est un label dans lequel croit beaucoup Emmanuel Faber, les gens, voilà. Alors c'est assez intéressant parce que justement, B Corp, Danone, on pourrait se dire non mais attendez, c'est quoi ce truc? Comment Danone peut chercher à être B Corp? Mais en fait, B Corp, c'est pas non plus on ne juge pas, c'est-à-dire qu'on donne des points, mais on n'est pas là pour dire que parce que vous mettez de l'eau en bouteille, vous ne pouvez pas vous améliorer. Mais évidemment que si, vous pouvez vous améliorer. Peut-être qu'un jour, vos bouteilles ne seront plus en plastique, et peut-être qu'un jour, vous mettrez en place une consigne de consignes, etc. Donc, je pense que c'est d'une manière générale, c'est moi, ma vision de la façon de se progresser. On ne peut pas demander à une entreprise qui existe depuis toujours de tout d'un coup devenir hyper vertueuse. On ne va pas demander à Total tout d'un coup de complètement, ou alors on raye Total de la carte, hein, et c'est peut-être une solution, mais je ne pense pas que ça soit la solution la plus simple. Par contre, on peut tout à fait demander à Total de progresser dans sa façon de faire, d'émerger, de favoriser au travers, par exemple, le fait que certains fonds d'investissement ne financent plus la recherche de pétrole, mais d'autres. Voilà, c'est petit à petit des choses qui vont faire bouger les modèles. Et petit à petit, Total va se progresser. Et une progression de Total à l'échelle de Total, c'est beaucoup mieux qu'une petite boîte comme Ephemer Square parfaite. C'est-à-dire qu'il faut vraiment inviter tout le monde à progresser. Voilà. Et puis, tout viendra du client final qui, à un moment, dira « mais moi, je ne veux plus. Je ne veux plus. Moi j'ai des enfants et j'ai… C'était assez récemment, j'ai acheté pour le goûter des crêpes au chocolat pour Hugo, mon petit troisième garçon qui kiffe les crêpes au chocolat. Et il est revenu, il m'a dit, je ne veux plus les crêpes au chocolat. Et il m'a dit, j'ai dit, bah, regarde papa, il y a 2 emballages. Il y a la crêpe dans un emballage. Et alors que Hugo, mais il n'y a pas plus gourmand que Hugo, quoi. Il me l'a dit, mais évidence, quoi. On ne veut plus de paille, ils ne veulent plus de paille. Voilà. Donc il y a un moment où je pense c'est aussi l'utilisateur final qui aura été éduqué, qui fera que les choses se mettront en place. Par rapport à ce que tu disais, moi j'avais 2 choses. Donc, B Corp, c'est un élément qui permet de mettre en œuvre réellement, d'appliquer des choses, parce que souvent on a des chefs d'entreprise qui se disent « Ok, demain je veux devenir plus responsable dans la société. Qu'est-ce que je fais ?» Pour toi, B Corp, c'est un moyen d'aller vers ça, de se sonder. Est-ce que c'est une démarche qui est payante? Est-ce que c'est un label qui est reconnu? Est-ce que c'est un label qui est demandé, comme on pourrait imaginer par exemple dans l'industrie, qu'on te demande d'être ISO 14001 ou ISO 9001, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, moi, je ne vais pas prêcher pour la paroisse B Corp, parce qu'il y a B Corp, et puis dans le monde de l'agriculture, il y a d'autres labels, et puis parfois, il y a plein de labels, et puis certains disent que certains labels sont mieux que d'autres, etc. Pareil, je vais bien me garder de juger les uns et les autres. La norme ISO est ce qu'elle est. Nous, on n'a pas choisi cette norme-là. Mais ce qui est important, j'ai envie de dire, c'est pour n'importe quel chef d'entreprise. Et j'ose espérer que tout le monde aujourd'hui a un dossier plus ou moins ouvert sur ce thème-là dans son entreprise. Mais ce qui est important, c'est de faire un état des lieux de la façon dont on travaille et de se fixer des objectifs quantifiés pour progresser. Et en fait, B Corp permet ça. Parce qu'on a une note et puis c'est purement scolaire. Hein. Il faut progresser pour voilà. Après, chacun fait ce qu'il peut d'une certaine façon. Mais une chose est sûre, c'est que la seule façon, par exemple, si on fait un parallèle avec le monde du sport et de la course à pied, il y a 2 façons de faire du footing. C'est le samedi, vous allez courir tranquillement et vous vous baladez et puis basta. Et puis vous partez faire un petit tour. Et puis si vous avez envie de progresser, en fait, il y a un moment, il faut prendre un chrono, puis il faut courir autour d'un lac et puis se dire, bon voilà, j'ai mis 7 minutes 30, et puis vous faites du fractionné, et puis vous recourez autour du lac, vous faites, là j'ai fait 7 minutes 25, et puis etc., vous progressez. Si vous ne faites pas ça, si vous imposez pas un chrono, c'est foutu, quoi. C'est pas foutu, mais vous ne progresserez pas. Et ben, une entreprise, je pense, pour ces trucs-là, c'est un petit peu pareil. Il faut se mettre des objectifs chiffrés et régulièrement prendre le rendez-vous avec les objectifs. C'est une démarche qui est payante?
Alors, B Corp, c'est la certification en tant que telle est gratuite complètement. Et après, on paye un pourcentage de chiffre d'affaires sans. Moi, je pourrais vous dire, je crois que c'est aux alentours, par exemple, pour Ephemer Square, pour notre chiffre d'affaires, aux alentours de 1 500 euros en toute transparence. C'est des choses que vous trouvez sur leur site. Mais la certification en tant que telle et le questionnaire, le fameux questionnaire que l'on fait, est totalement gratuit. C'est une association en France. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose qui est amené à être… je pense pas… quoi. Peut-être qu'ils font ça pour gagner de l'argent, mais je ne suis pas sûr que ça soit vraiment leur objectif. Je vois que le temps avance. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on ouvre le sujet qui nous concerne tous aujourd'hui, c'est le sujet de la crise avec le Covid-19 et le confinement. L'idée, c'est déjà, donc on a parlé du fait que Ephemer Square était les premiers et peut-être même les derniers qui seront touchés par cette crise-là. Vous êtes donc à l'arrêt. La première question que j'avais envie de te poser, c'était déjà un peu comment tu as réagi toi en tant que chef d'entreprise à ce sujet-là et comment a réagi l'équipe par rapport à ça, avant d'ouvrir sur ta vision post-crise. Alors, moi, ça m'a confirmé que on n'était pas visionnaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, honnêtement, on a regardé ce petit virus se balader en Chine sans même se dire que ça allait nous toucher, alors qu'on est dans un métier où clairement on aurait dû être plus vigilant. En fait, ce petit virus nous a montré quand même qu'il y avait des gens qui avaient des visions. Et je vous invite à revoir le TEDx de Bill Gates il y a quelques années. Et puis, il y a des gens qui, malheureusement, parce que, et nous les premiers, honnêtement, pris dans leur quotidien, n'ont pas vu les choses venir. Après, quand les choses arrivent, honnêtement, on a tous connu… alors nous, on a été touchés un petit peu avant, donc on a eu un peu plus de temps pour se préparer. Mais la réalité, c'est que semaine après semaine, on évolue énormément dans notre façon de réagir. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que j'ai l'impression que cette crise et ce confinement est un accélérateur de temps dans notre façon d'évoluer. C'est ce qui est vrai aujourd'hui en termes de perception que l'on a de la maladie est complètement différent de ce qui était vrai il y a 3 semaines, au moment où notre président nous a annoncé qu'on allait être confiné, et sans doute totalement éloigné de ce que sera la maladie dans la perception qu'on en aura dans 6 semaines. Donc, il faut vraiment accepter, je pense, de vivre au quotidien, accepter notre pas nullité, mais le fait que malheureusement, on n'a pas beaucoup de vision. Écouter les gens qui en ont, c'est-à-dire qu'il y a des gens… Bill Gates a de nouveau fait une interview assez intéressante. J'ai eu la chance de regarder avant-hier. Voilà, il y a des gens qui clairement ont des cerveaux qui fonctionnent mieux que d'autres, en tout cas mieux que le mien. Et ces gens-là, il vaut mieux les écouter. Et au contraire, ne pas écouter le flot d'informations complètement diverses et variées, diffuses, où chacun devient expert en maladie. Et voilà. Donc là, il faut vraiment sélectionner. Donc nous, la façon dont on réagit à Ephemer Square, ça a été de continuer à être le plus transparent possible vis-à-vis de nos salariés. Aujourd'hui, ils sont tous à l'arrêt. La réalité, c'est que être transparent, c'est aussi savoir dire que malheureusement, on ne sait pas. Malheureusement, on ne sait pas si Ephemer Square passera cette crise. On ne sait pas si, une fois qu'elle aura passé cette crise, quel sera le marché. Et un petit peu, c'est un retour aux sources, un petit peu comme au tout démarrage d'Ephemer Square, on ne savait pas quel était notre marché. Je suis bien incapable de vous dire si demain, le marché d'Ephemer Square sera plus celui de l'événementiel. Si ça se trouve. Et en fait, c'est l'agilité de la structure et de la petite structure. Ça va être, face à ces éléments, de réussir à s'adapter. Et peut-être, honnêtement, que Bill Gates, dans son interview, ne parle pas en semaines, ne parle pas en mois, mais parle en années. Il dit un vaccin, c'est 18 mois. Vacciner 7 milliards de personnes, ça ne se fait pas en 2 ans. Donc, clairement, alors, pareil, je ne fais pas de projection, mais une chose est sûre, c'est qu'il y aura un avant, il y aura un après, et que si on attend l'après pour le préparer, on risque fort de ne plus être au bon endroit, au bon moment, avec le bon produit, face au bon marché. Donc, l'enjeu, pour nous, chez Ephemer Square, c'est vis-à-vis de nos salariés, d'être le plus transparent possible, d'essayer de trouver des pistes pour faire en sorte que ces mois de confinement, et ça c'est vrai pour tout le monde, quand on se retournera sur ces mois de confinement, on puisse se dire en fait, je n'ai pas perdu mon temps à regarder How I Met Your Mother comme j'ai commencé à faire. mais bref, j'ai réussi à tirer profit de ce temps-là
Et alors, comment tirer profit? Là, c'est chacun son mode. Hein. Je donne de leçons à personne. Mais en tout cas, il faut être animé par cette volonté d'optimiser, encore une fois, cette période-là. Quand on discutait ensemble, tu me disais que cette crise, elle ouvrait aussi des opportunités potentiellement en termes d'accès au financement, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta vision de cet aspect-là? Alors, quel que soit, en fait, les opportunités dans le business, elles apparaissent toujours quand il y a du changement, je pense. Quand au Moyen-Âge, on avait son champ, sa charrue, son bœuf et qu'on labourait son champ, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour aller sur le champ voisin, etc., parce qu'il n'y avait pas de changement. Dans une histoire beaucoup plus récente, on voit bien qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les GAFA, ils ont profité d'une opportunité qui n'était pas une crise, mais qui était finalement un changement de règles du jeu, une nouvelle techno, Internet, pour créer des groupes aujourd'hui qui sont ce qu'ils sont, avec tous leurs défauts et tout. Voilà. Bref. Il est clair que la crise du Covid va être une opportunité pour certains de changer les choses et pour certaines boîtes d'émerger. C'est-à-dire que on le voit bien autour de nous, il y a des gens qui nagent dans la semoule et qui sont perdus et ce n'est pas évident pour eux. Et nous, en tant qu'entrepreneurs et que chefs d'entreprise, on se doit d'essayer d'accompagner ces gens-là. Et puis, il y en a qui voient et qui ont envie d'avancer. Et parfois, ils sont… Moi, je décris souvent ma première semaine de confinement comme l'impression d'être un chien dans une cage et qui essaye de courir derrière quelque chose et qui se prend des murs tous les 2 mètres parce que la cage fait 2 mètres par 2 mètres. Donc, on agite, on essaye, mais ce n'est pas simple. Puis petit à petit, après, on se rend compte qu'en fait, il y a une cage et qu'en fait, mais la cage, il y a des passages et puis on peut faire ça dans la cage. Et voilà, donc c'est vraiment un processus semaine après semaine où il faut s'organiser pour faire en sorte que ce temps ne soit pas du temps perdu. On n'est pas, alors, voilà, on n'est pas, l'État met énormément d'argent dans l'économie, aussi bien pour les salaires des personnes qui sont à l'arrêt en chômage technique que pour des prêts financés. Mais celui qui va prendre, par exemple, le prêt auquel tu faisais référence, Audrey, le PGE, le prêt garanti par l'État, et qui va le dépenser sans réfléchir, entre guillemets, risque au moment où la crise sera passée, il aura peut-être passé la crise, mais il n'aura plus d'essence dans le moteur ou plutôt d'électricité dans les batteries pour repartir. Donc, il y a un moment où, et comme on ne sait pas combien de temps va durer cette crise, les mesures n'empêchent pas, c'est pas parce qu'il y a des mesures assez fortes qu'il faut pour autant ne pas être très vigilant et réfléchir dès maintenant à la suite. Ok, peut-être encore 2 petites questions et puis après on ouvre aux questions et à l'échange sur ce live. Une question, c'est plus qu'est-ce que le confinement t'a permis de faire que tu n'aurais pas fait sinon? Peut-être à part regarder How I Met Your Mother. Alors, How I Met Your Mother, moi, j'ai quasiment pas de télé et du coup, j'ai jamais fait de série. Et du coup, là, on en avait tellement parlé que j'ai essayé. Bon, j'ai fait une saison, j'ai arrêté. Mais non, qu'est-ce que j'ai pu faire ben alors, il se trouve que je suis papa de 4 enfants, dont une petite dernière, Margot, qui avait 7 mois au début du confinement et voilà, 8 mois maintenant. Et clairement, j'ai la chance, et c'est une chance, même si parfois ça me fatigue un peu, mais j'ai la chance de voir évoluer jour après jour, beaucoup plus que j'ai pu voir évoluer les 3 premiers parce que à cet âge-là, ça change tous les jours. Super, merci. Et alors, la dernière question, c'est du coup, juste après, on fait quoi? Quels sont tes conseils à des personnes qui voudraient faire changer les choses dans leur entreprise après le confinement? Ce serait quoi, voilà, un ou 2 conseils que tu auras envie de leur donner? Le conseil, c'est de ne pas attendre après, en fait. Et c'est là où on est en contradiction avec ton titre. Mais clairement, le conseil, ce n'est pas après que ça se fait. C'est-à-dire, c'est comme la personne qui veut monter son entreprise. Ce n'est pas demain, en fait. Ça doit être un projet qui vous anime. Et à partir du moment où vous avez décidé que c'est ce projet-là qui fait sens pour vous dans votre vie, il faut se lancer. Après, s'il y a vraiment quelque chose qui est important, je pense, et c'était vrai avant et ce sera encore plus vrai après, c'est que les choses se font et elles prennent de la puissance
lorsqu'on l'a fait, lorsqu'on les fait en groupe. Aujourd'hui, clairement, je ne sais pas si vous vivez ça, vous, dans vos rues, dans vos quartiers, dans vos immeubles, mais il y a une entraide qui se crée dans les entreprises aussi. Pour que les entreprises survivent à tout ça, il faudra qu'il y ait une entraide au niveau local, au niveau régional, qui se mette en place. Donc, dès maintenant, on peut travailler l'après en travaillant finalement ces réseaux, parce que si on doit réussir à sortir de ce truc-là, ce ne sera pas chacun dans notre coin, quoi, clairement. Et c'est là où le confinement est d'autant plus difficile, parce que on peut être un spectateur derrière un smartphone qui lit des statistiques de décès et qui finalement n'est que spectateur, ou au contraire, malgré le confinement et les outils comme Zoom et autres le permettent, aller chercher à se former, aller chercher à faire des MOOC. Moi, c'est ce que je dis à mes salariés. Aujourd'hui, je dis, voilà, on n'a pas de travail pour vous, mais ne perdez pas votre temps. On s'est débrouillé pour filer un ordinateur à un salarié qui est un monteur de structure pour qu'il apprenne à faire de la modélisation 3D. Et je lui dis, mais peut-être que ça te servira peut-être un jour. Donc, on a quand même… Alors, tout le monde n'a pas de temps, hein, parce que nous, on entend beaucoup les gens qui disent on n'a pas de temps, on s'emmerde, mais je vous assure qu'avec les enfants, on n'a pas le temps de s'embêter. Mais clairement, si vous avez du temps, apprenez l'anglais. Si vous avez du temps, entretenez-vous physiquement, j'en sais rien, apprenez des logiciels, remettez-vous au dessin, et puis toutes ces compétences-là. Et si vous arrivez à avoir un projet futur et que vous voulez déjà travailler sur ce projet futur, c'est le moment ou jamais. C'est vraiment un bon moment. Alors, peut-être ma dernière question, c'est juste après, on fait quoi pour aider Ephemer Square? Parce que comment tous ceux qui nous écoutent peuvent t'aider à passer ce cap? Il faut être solidaire. Je n'ai pas envie de dire aidons Ephemer Square. Il faut qu'on s'aide entre nous. C'est-à-dire que Ephemer Square aura besoin d'aide, comme tout le monde, et elle sera la bienvenue. Mais aujourd'hui, on n'est pas les plus à plaindre. Et en tout cas, on n'est pas défaitiste en se disant que help, aidez-nous, dire, il y a des continents entiers qui vont vraiment souffrir énormément de cette crise, et on n'est pas à plaindre. Donc, il faut aussi qu'on relativise cette crise. Et après, aider Ephemer Square, j'ai envie de dire, il y aura plein d'occasions pour aider Ephemer Square, je pense. Ne serait-ce que de parler de notre solution autour de vous, dans vos entreprises, peut-être à vos directeurs com et marketing, et de plus accepter peut-être que votre entreprise fasse un stand jetable, ou voilà, il existe Ephemer Square, il y a plein d'autres solutions, mais ça pourra peut-être passer par là. Merci Thibaut. Alors, on a des questions? On a plein de questions, on va les reprendre, donc ça va parce qu'on n'a pas eu le temps de les traiter au fur et à mesure pour pouvoir avancer. On avait une question de Julia au départ qui correspond à ce qu'on était en train de se dire. Thibaut, comment vois-tu le marché événementiel à la reprise? Donc, on sait que la reprise, pour l'instant, on ne saura pas quand est-ce qu'elle sera. Est-ce que tu as déjà des demandes de tes clients pour… alors, il parle de septembre, mais en tout cas, est-ce que tu as déjà des demandes de clients? Alors, nous, on continue d'avoir des demandes qu'on traite. Alors, le danger quand même, je pense, c'est que pour certains clients, parce qu'ils ont des communautés à maintenir, voilà, parfois, les premiers salons qui ont été annulés et qui étaient au mois de mars ont d'abord été reportés au mois de juin, vont être de nouveau annulés et reportés au mois de septembre, et peut-être qu'en septembre, on les annulera. Et ça, je pense qu'on peut le faire une fois, on peut le faire 2 fois, mais au bout d'un moment, on perd tout le monde. On perd ses salariés, on perd ses clients, on perd le sens de ce qu'on fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde de l'événementiel, en tout cas, il est urgent de se dire stop. Voilà, ça ne sert à rien, on n'a pas de visibilité. Concentrons-nous sur notre modèle, améliorons les choses, formons nos salariés, etc., etc. Mais arrêtons d'essayer d'attraper un train qui est… j'ai échangé ce matin avec quelqu'un et je disais, on a eu l'impression un peu d'être à Paris, on va choper un train Gare de Lyon, on court pour choper le train de Gare de Lyon, on traverse le pont, là, hop, merde, on le loupe à 5 minutes près, fuck. Ah, mais il y a un nouveau train Gare d'Austerlitz, on recourt de l'autre côté, on veut choper le train, hop, mince, on le loupe. Et ça, on peut le faire éternellement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on loupera tous les trains, parce que finalement, les trains partent. Là, je pense que le monde de l'événementiel, qui est un monde… alors, certains essayent d'en faire un monde digital, de rencontres digitales. Personnellement, je n'y crois pas trop. Le monde de l'événementiel, c'est un monde de rencontres. Et quand cette crise sera passée,
de nouveau, les gens auront besoin de se rencontrer. Et si ce n'est pas le cas, honnêtement, le monde aura perdu beaucoup. C'est-à-dire que si c'est pour vivre confiné toute sa vie et ne pas rencontrer les autres, je pense que je ne sais pas si la vie vaut le coup d'être vécue. Par rapport à ce que tu dis, Thibaut, il y a Bruno qui dit ne penses-tu pas que collectivement, nous allons redescendre d'un niveau dans la pyramide de Maslow et resteront que ceux qui proposent des produits et services plus de base versus le loisir et l'événementiel? En disant on va moins aller. Ça sous-entend dans cette question que peut-être l'événementiel ou les loisirs sont des choses plus futiles. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Alors, perso je crois que l'homme a les capacités de rebondir au travers des recherches, de la médecine, de toutes ces choses-là. Et l'histoire a montré que lorsqu'il y a eu les attentats terroristes à Paris, ce n'est pas pour autant que les gens ont arrêté de sortir et d'aller en terrasse, bien qu'il y avait un risque de se faire canarder en terrasse. Là, clairement, le risque ne va pas être minime. Il y aura de nouveau d'autres épidémies, il y aura d'autres choses de ce style. Mais je ne pense pas que l'homme est prêt à renoncer à ce besoin de la rencontre de l'autre. Peut-être que je me trompe, moi c'est mon analyse. Je pense qu'il faudra beaucoup de temps, mais quand le marché repartira, de nouveau, il y aura des festivals de musique où les gens se produiront en live. Il y aura des rencontres sportive parce que les gens ont besoin de vibrer pour ça. Et je ne crois pas au fait que tout ça disparaisse. Après, encore une fois, je ne suis pas Bill Gates et malheureusement, je n'ai pas son cerveau, mais peut-être que je me trompe à ce sujet-là. Dans l'événementiel, en tout cas, le message qui est traversé par la filière, qui est aussi peut-être une bouée de sauvetage, on se raccroche peut-être à ça, mais le message, c'est de se dire, mais voilà, dès qu'on aura passé cette vague-là, les gens auront envie, au contraire, de sortir comme jamais et auront envie de se rassembler, auront envie de fêter ensemble. Voilà, comme après la guerre, les gens n'ont pas eu envie de rester chez eux et ils sont sortis. Et il n'empêche qu'il y a eu quelques années bien difficiles après la guerre, mais que derrière, il y a eu 30 belles années. Et c'est peut-être ça, je ne sais pas. On verra bien. J'ai une certaine Maud Morata qui dit que bon, voilà, ton produit apporte une réponse éco-responsable à un problème de production de déchets dans l'événementiel. Globalement, le déclic, c'est les clients qui l'ont ou c'est vous qui évangélisez les prospects? Tout à l'heure, tu disais que tu refusais certaines commandes parce qu'elles n'étaient pas dans les critères que vous aviez. Comment ça fonctionne? Alors, je pense, moi, qu'il y a souvent, il y a des petits lanceurs d'alerte au sein même des entreprises qui sont plus convaincus que les autres de l'éco-responsabilité. C'est des gens comme toi, Audrey, ou comme Shamnan, ou qui sont parfois d'ailleurs un peu énervants, mais qui disent il faut qu'on change les choses, il faut qu'on change les choses, et qui du coup arrivent à convaincre les personnes clés dans les entreprises de faire les choses différemment, ou en tout cas d'essayer. Donc nous, régulièrement, on a des personnes qui viennent nous voir ou des agences qui viennent nous voir et qui nous disent bon, notre client veut quelque chose d'éco-responsable. C'est quoi votre truc là? Parce qu'il y a marqué éco-responsable, ça veut dire quoi? Et donc on leur dit, et ils disent ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et on pourrait faire ça, et on pourrait faire ça, et on pourrait faire ça. Et on leur dit non. Alors nous, on vous a expliqué notre concept, c'est du Lego. Vous, là, ce que vous êtes en train de nous demander, c'est de faire un peu comme de la pâte à modeler, c'est-à-dire des choses très, très, très malléables sur mesure. Et moi, je cite souvent l'exemple de mes enfants qui jouent au Lego, qui jouent à la pâte à modeler. Et je leur dis, je ne sais pas quand c'est, si vous avez des enfants, mais quand vous rentrez le soir et que vos enfants ont joué au Lego, bah déjà, vous leur avez dit 10 fois de ranger, mais c'est quand même vous qui rangez. Donc, vous ramassez les Legos et c'est assez simple. Quand vous jouez, par contre, quand ils ont joué à la pâte à modeler, et tout s'est mélangé. Le rouge est mélangé avec le jaune. Vous êtes obligé d'en jeter. Ça colle partout. C'est galère. Et donc, clairement, on leur dit, en fait, nous, on fait du Lego. Donc, si vous voulez jouer à la pâte à modeler, mais il y a d'autres personnes qui le font. Et honnêtement, on ne juge pas. On ne dit pas que jouer à la pâte à modeler, c'est mal. On dit juste que nous, on ne fait pas. Et donc, souvent, ces personnes disent ah ouais, c'est vrai, ah ouais, c'est vrai. En plus, on est venu pour ça. Donc. Et hop, et petit à petit, ils trouvent le concept pas mal. Et souvent, ce n'est pas forcément eux les plus convaincus, mais c'est qu'une fois que l'événement a lieu, ils ont des retours hyper positifs et ils sont très contents de pouvoir être en accord. Et ce n'est pas seulement pour leurs clients, mais c'est aussi pour leurs propres salariés, être en accord avec des valeurs qui aujourd'hui font l'unanimité. J'ai envie de dire aujourd'hui, plus personne, quoi, les climato-sceptiques, je pense qu'ils
ils sont en voie de disparition, en tout cas je l'espère. Mais ces gens-là, il y en a quand même beaucoup qui, bien qu'ils soient conscients des enjeux, ne savent pas forcément comment faire changer les choses. Et quand ils voient leur entreprise, à leur faible mesure, plutôt que d'utiliser un stand jetable, le faire de façon éco-responsable, eh ben, ils sont fiers. Ils sont fiers de… Et même aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu les réactions sur les réseaux sociaux professionnels type LinkedIn, des salariés d'entreprises Chanel, LVMH, qui ont eu des positionnements très responsables sur la crise. Les salariés disent, mais je suis fier de faire partie de cette boîte-là. Je suis fier de savoir… Et demain, malheureusement, les gens peut-être qui bosseront dans des boîtes où le modèle économique est moins bon, déjà, ils auront plus de mal à recruter et les gens ne diront pas, comme il y a une époque où bosser chez Total, mais quand on bossait chez Total, on était le king, quoi. On bossait chez Total, c'est la plus grosse capitalisation française. Aujourd'hui, je pense que peut-être, voilà, on a moins ces choses-là. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, Tout à fait. il y a Mélisse aussi, Carcassonne, qu'on connaît tous, dit Thibaut parle de quitter son job pour aller là où on veut aller réellement. Comment aborder cette idée dans le contexte actuel? C'est vrai que tous les gens qui en ont peut-être marre de leur boulot, qui ont envie de passer… Donc tout à l'heure, tu donnais une part de réponse, c'est-à-dire c'est potentiellement prendre ce temps pour préparer les choses et pour… Bien sûr. Bien sûr. Honnêtement, je ne vous invite pas… alors chacun encore, il n'y a pas un seul modèle, mais moi, quand j'ai pris la décision que je voulais changer de job, entre le moment où j'ai pris la décision et le moment où j'ai quitté mon job, il s'est passé quand même pas mal de temps. Et j'ai réfléchi, j'ai commencé à bosser et j'ai bossé le soir et le week-end sur mon projet avant de quitter. Donc, honnêtement, si vous voulez quitter votre job, déjà, encore une fois, je vous invite à le faire de la façon la plus réglo possible. Et c'est peut-être pas en ces temps de crise, à moins que ça arrange vos employeurs, mais c'est peut-être pas en ces temps de crise qu'il faut le faire. Et deux, votre job ne vous prend que 35, 39, 40, j'en sais rien, heures par semaine. Et il vous reste quand même souvent pas mal d'heures, toutes les heures que vous utilisez pour regarder les séries, par exemple, pour réfléchir à votre job de demain. Et il ne se fera pas tout seul et il ne s'inventera pas tout seul. Et ça peut passer par… Il y a plein de webinaires en ce moment qui ont lieu. Ça peut passer par ça. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de formations, de MOOC. Moi, j'en ai parlé, mais j'ai fait un MOOC sur l'entrepreneuriat qui est dispensé par l'EM Lyon, qui est génial. Il y a OSV qui nous accompagne aussi pas mal, Outdoor Sports Valley, qui met en place plein de choses pour tous ceux qui voudraient monter leur boîte dans le monde de l'outdoor. Et ça, rien ne vous empêche de le faire tout en gardant votre job actuel et en le faisant bien. Donc, non, je pense qu'au contraire, c'est pour ceux qui veulent quitter leur job, évidemment que ce n'est pas demain que vous allez le quitter, mais c'est sans doute, si vous avez du temps libre, un super moment pour se poser, voir ce qui se fait et établir des plans, établir des stratégies qui ne seront pas bonnes, qui mettront 2 fois plus de temps que prévu, mais n'empêche qu'une fois que vous êtes lancé, vous êtes lancé. Je vais regrouper 2 questions. Il y avait Augustin et Catherine. Moi, je veux voir et suivre encore longtemps Ephemer Square. Alors, elle a écrit éphémère, FMR, donc c'est éphémère comme la chose éphémère. Son histoire est passionnante. Quelles sont les perspectives d'avenir et l'évolution R&D? Et la question d'Augustin qui est par-dessus, c'était est-ce que l'international est une réflexion pour vous également? Alors, ce qui est bien, c'est que alors, il y a des boîtes qui font des plans à 10 ans, là, qui disent à nous, dans 10 ans, on sera là-bas et tout ça. Nous, on n'est pas forcément… Alors, il faut faire des plans, mais on n'est pas forcément hyper à l'aise à dire où est-ce qu'on sera demain. Et je veux dire, la crise d'aujourd'hui montre… je peux vous dire que le plan qu'on a fait pour 2020, on ne l'atteindra pas. Et donc, clairement, une société aujourd'hui, pour se développer, je pense que l'innovation est un facteur clé de succès. Et c'est d'ailleurs ce qui piège les grosses entreprises, c'est qu'il y a un moment, elles ont tellement l'impression d'avoir réussi qu'elles en oublient de développer l'innovation, ou même quand elles le développent, elles n'écoutent pas le chercheur qui dit « mais moi, monsieur Kodak, là, j'ai trouvé un truc, c'est sympa, c'est le numérique, parce que c'est Kodak qui a inventé le numérique et qui l'a laissé dans un carton. » Voilà, nous, clairement, on est une petite structure et on ne réussira que si on continue à développer la R&D. Et la R&D, elle s'entend au niveau technique, mais elle s'entend au niveau de la façon aussi
dont on emploie les personnes. Ça s'entend aussi au niveau commercial. Ça s'entend à tous les niveaux, au niveau logistique, au niveau… Je veux dire, la marge de progression, elle est constante. Donc, clairement, Ephemer Square devra continuer à innover. Et pour répondre sur l'international, alors, il y a comme je disais, deux façons aujourd'hui de monter les boîtes. Il y a des boîtes qui lèvent beaucoup d'argent et qui vont en mode dans tous les pays parce qu'ils ont beaucoup de cash à dépenser, etc. Nous, ce n'est pas forcément notre technique. Et nous, notre conviction, c'est qu'il vaut mieux réussir bien dans un pays, développer parfaitement son process, être très efficient et petit à petit, après, copier-coller le modèle dans d'autres pays. C'est évidemment prévu pour Ephemer Square. L'échéance qu'on s'était donnée risque de décaler un petit peu, mais la problématique de l'éphémère durable ne touche bien évidemment pas que la France et peut-être qu'il y a dans d'autres pays d'autres solutions qui existent et tant mieux si c'est le cas. Honnêtement, le but encore une fois n'est pas d'être le premier. Quand vous développez une boîte dans l'internet par exemple et notamment les marketplaces, on montre que pourquoi ils lèvent autant d'argent et ils vont partout en même temps, c'est qu'on montre que il y a souvent qu'une marketplace qui va émerger au bout de quelques années. Donc, évidemment, il y a une course de vitesse qui est phénoménale. Nous, ça n'est pas le cas chez Ephemer Square. Et voilà, on continue notre développement, mais on le fait en bon père de famille et l'international à fond. Et si jamais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous voir, qui nous disent « Nous, on adore ce que vous faites et on a projeté d'aller en Australie. Et voilà, et ce sera encore une histoire de rencontre. Ce sera encore une histoire humaine et ce sera encore des gens qui auront les tripes et la volonté de développer le truc. Après, si je devais ouvrir aujourd'hui un bureau en Australie et aller recruter quelqu'un qui ait mes valeurs, qui partage les valeurs d'Ephemer Square, etc., ce serait plus compliqué. Ouais. Donc les choses se fassent. En fait, la réalité de l'entrepreneuriat, c'est qu'on travaille beaucoup à l'opportunité également. C'est-à-dire qu'on peut écrire tous les plus beaux business plans qu'on veut. La réalité, c'est que c'est l'opportunité d'un client qui va potentiellement se développer sur un autre secteur, qui va nous demander des choses particulières, qui vont nous permettre de faire une nouvelle offre. Mais il y a quand même aussi ce côté entrepreneur et avant-gardiste aussi qu'il faut avoir et pouvoir proposer dans la partie R&D. Juste pour répondre à Catherine, on mettra le lien du coup, pour suivre Ephemer Square sur LinkedIn et sur Facebook dans le mail retour de cette conférence. J'ai une question qui est parlée. Alors, c'est une question. Bonjour tout le monde. Thibaut, j'ai une question. Ça fait 5 ans que j'accompagne mon père en parallèle de mes études dans la gestion de son entreprise. Bon, ça, c'est déjà super. Bravo à toi. Une TPE fournissant des prestations manutentionnaires dans l'événementiel. Depuis peu, j'ai commencé à travailler sur la création d'une marketplace B2B dans l'événementiel. Aujourd'hui, face à la crise, j'ai du mal à avancer car je n'ai plus contact avec les agences d'événementiel et l'entreprise familiale est en crise, comme beaucoup d'ailleurs. À ton avis, comment la situation va évoluer pour l'événementiel? Comment te prépares-tu pour l'après-confinement et aurais-tu des conseils pour continuer à avancer sur le développement de la marketplace? Alors ça, c'est un sujet d'expert. Encore une fois, quand j'ai dit aujourd'hui, il faut écouter les gens qui sont contents et ne pas écouter tous ceux qui ont un avis à donner sur la situation. Moi, je n'ai pas de compétences sur la fin de la crise Covid-19 en France et dans le monde. Aucune. Ma seule certitude, c'est que aujourd'hui, moi, en tout cas, j'en sais rien. Je ne le sais pas. Et si quelqu'un arrive à me prouver par A plus B qu'on va sortir à telle date, je serai très content d'écouter le raisonnement et de voir s'il arrive à me convaincre. Donc, c'est quoi la fin de crise? Honnêtement, je ne le sais pas. Et malheureusement, je pense que personne ne le sait encore aujourd'hui. Pour une marketplace, pareil, je suis désolé, je n'ai pas cette compétence. Le métier de la marketplace est un métier complexe, mais je n'ai pas d'avis, je ne connais pas bien la situation. Après, une chose est sûre, c'est que quel que soit le business, quel que soit le marché, quel que soit finalement ce que l'on entreprend, une bonne stratégie, c'est quand même d'aller chercher des compétences là où elles sont, c'est-à-dire d'aller demander, en l'occurrence pas moi aujourd'hui, mais d'aller demander à des gens qui sont compétents. Ça peut être les réseaux d'accompagnement comme on les a cités ou d'autres, la BPI, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui accompagnent. Aller demander et puis confronter, c'est-à-dire ne pas se contenter d'avoir un seul avis, c'est d'en demander un, d'en demander deux. Des marketplaces, la situation que ce jeune garçon vit, sans doute d'autres la vivent au même moment et à ce moment-là, ce serait intéressant pour eux d'échanger parce qu'ils vivront finalement les mêmes problématiques.
le réseau Entreprendre, pour les reciter, c'est bien ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on crée des clubs de lauréats qui sont tous soit créateurs, soit repreneurs d'entreprise, et on est amené à se rencontrer parce que finalement, on a les mêmes problématiques au même moment. Et c'est là où c'est intéressant. Les agences événementielles, aujourd'hui, c'est clair qu'elles sont à l'arrêt, mais parce qu'elles n'ont pas plus de visibilité. Et je vous dis, elles vont faire un salon, le reporter une fois, deux fois, trois fois, et puis il y a un moment où elles vont tout simplement mettre en hold, donc elles vont attendre. Je pense que c'est pas évident. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, bon, j'ai encore des questions. Ouais. Alors, donc il y a Mathieu qui disait qu'il s'étonnait, enfin, il se posait la question en disant que tu fais beaucoup de réalisations en été. Est-ce que tu as sur l'offre de solutions quelque chose qui peut se monter sur la neige pour l'offre d'hiver notamment? Alors on a fait quelques projets en mode hivernal, donc oui, tout à fait, la situation fonctionne. Je l'invite à aller voir une vidéo qui avait été montée par un de nos clients qui s'appelle Phil Experience, et c'est un projet qu'on avait fait pour Baume et Mercier. Baume et Mercier qui, à l'époque, s'était associé à une marque de ski ZAG pour recycler une partie des skis et faire des montres éco-responsables. Bon, la montre éco-responsable à base de ski, je n'avais pas forcément compris, mais en tout cas, le résultat de la structure qu'on avait montée et de l'opération événementielle était très intéressant. Donc oui, on a des solutions qui fonctionnent en hiver, qui ne sont pas forcément simples à déployer, parce qu'en l'occurrence, Baume et Mercier, ils se sont retrouvés en camion planté dans la raquette d'arrivée à Val d'Isère, et donc c'est un peu sport pour les équipes, mais on arrive à le faire quand même. Okay. C'est tout bon? Bah, écoute, après, on pourrait poser des questions pendant un long moment. Des millions de gens. Exactement, qui nous regardent. Écoutez, je vous propose qu'on mette fin à la discussion. Ce que je vous propose, c'est qu'on avait initié un sondage de fin. Hop, je lance le sondage pour un peu avoir votre perception qui est anonyme, je précise, du live. N'hésitez pas à nous commenter dans la partie conversée, du coup, votre retour sur ce premier live. C'est un premier, donc évidemment, on est à l'écoute de vos remarques, de votre ressenti. Évidemment, un grand merci à toi, Thibaut, pour t'être prêté à l'expérience et puis nous avoir partagé ta vision, tes chiffres, ton histoire, finalement. Et puis, évidemment, je vous donne rendez-vous vendredi à 11h, puisque vendredi à 11h, on recevra Michel Grébeau, qui a cofondé la société Les Trois. Et il travaille dans la restauration collective. Il sert plus de 20 000 repas par jour. Et ces 20 000 repas par jour, dans une logique de circuit court, produits locaux, agriculture de saison, malheureusement, ne suffit pas à répondre à toutes les demandes clients. Puisque aujourd'hui, ils ne savent pas répondre à tout ça. Donc, il viendra nous expliquer cette boucle vertueuse qu'il a mis en place. Donc, je vous invite évidemment à nous retrouver pour qu'on continue cette réflexion autour de « et après, on fait quoi ?» Super. Écoute, Audrey, merci beaucoup à toi de m'avoir proposé de participer à ce test et d'avoir joué les cobayes. Et bon confinement à tous, hein, bon courage, restez chez vous. Et puis à très vite dans l'autre vraie vie, où j'espère on pourra tous se retrouver en bonne santé rapidement. Eh bien, écoute, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thibaut. À bientôt. Merci à tous. Merci Jean-Sébastien. Salut.